Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir les amis, et si on lisait L'homme qui rit de Victor Hugo. Premier épisode sur cet énorme pavé qui nous promet bien de belles choses. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, je vous rappelle que comme d'habitude, dans la description de la vidéo se trouvent des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et aller directement au chapitre qui vous intéresse. Vous inquiétez pas, normalement c'est bien fait, normalement à chaque fois le timecode est au début de chaque chapitre, au début de chaque pause. D'ailleurs, il y a une nouveauté depuis quelques jours sur YouTube, alors je sais pas encore si tout le monde a eu la nouvelle version de YouTube, mais je sais que chez mon père ça a fonctionné, chez moi j'ai quelques vidéos où ça commence à apparaître, donc ça va être une bonne nouvelle pour moi et mes lives, et je vous encourage à y prêter attention dans les temps à venir, puisque il y a une nouvelle version de YouTube qui arrive, qui va ajouter notamment le fait de chapitrer les vidéos. Je vais appeler ça comme ça, je sais pas comment eux ils appellent cette nouvelle features, mais grosso modo c'est un petit peu chapitrer les vidéos, dans le sens où dorénavant les timecodes que je mets en description de vidéos sont pris en compte directement par YouTube. Du coup c'est très bien fait parce que même rétrospectivement, ça a été fait sur toutes mes anciennes vidéos sans que j'ai à faire quoi que ce soit de plus. Donc franchement, cette nouvelle feature de YouTube, elle me ravit parce elle est parfaite pour mes lives et elle fait tout le travail toute seule. J'ai rien à faire de plus, c'est parfait. Ce qui fait que du coup, admettons, j'écris intro 2 points timecode. Donc admettons intro de 0 minutes à 15 minutes. Et bien en fait, si vous voulez, dans votre barre de lecture que vous devez avoir en bas de votre écran sur la vidéo YouTube, votre barre de lecture, vous savez, celle qui est transparente et qui devient rouge au fur et à mesure que vous regardez la vidéo, doit être partitionnée en espèce de petits blocs qui forment du coup les différents chapitres, les différentes parties de la vidéo. Et normalement, si vous passez votre souris dessus, le bloc s'agrandit et vous avez le nom de la partie qui apparaît. En l'occurrence, ça aurait été intro par exemple, ensuite chapitre 1 et ainsi de suite. Et franchement, ouais, YouTube ont géré de ouf là-dessus parce que la fonctionnalité fonctionne à merveille sans que j'ai eu rien du tout à faire. Et du coup, tout ce que j'ai mis en place depuis au moins 4 ans de live de lecture, eh bien, c'est mis à jour tout seul. Et c'est vraiment plaisant d'arriver sur une de mes vidéos et de me dire que ce travail, c'est pas très long, mais l'air de rien, ça me prend à chaque fois une bonne vingtaine de minutes par vidéo de la mettre en ligne, par rediffusion. Et, euh, et du coup, bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a une fonctionnalité qui met à l'honneur, entre guillemets, le travail que je peux fournir là-dessus, parce que l'air de rien, on arrive à bientôt 400 vidéos sur la chaîne. Donc imaginez 20 minutes pour mettre une rediff x 400. Donc voilà. Franchement, ça fait gagner du temps, c'est hyper pratique, c'est hyper bien pensé, je trouve. Ça fait tout le travail tout seul, il repère que j'ai mis des mots avant le 2 points et que j'ai mis ensuite un timecode et que du coup ça veut dire que c'est le titre de la partie. Enfin, franchement, ils ont géré. Merci YouTube là-dessus, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Et ça donne une nouvelle logique et une encore plus grande accessibilité et compréhensibilité de mes timecodes. Vous n'avez presque même plus besoin d'aller dans les descriptions puisque tout est directement disponible dans la barre de lecture. Quel grand plaisir! D'ailleurs, c'est même hyper intuitif du coup parce que si vous voyez qu'il y a un premier bloc et que vous êtes habitué de mes lives, vous pouvez vous dire, ah bah ok, ce premier bloc, même sans lire le titre, vous pouvez vous dire, ah oui, ce premier bloc c'est l'introduction, ok, je la passe, là ça doit être le chapitre 1, paf, ah là ça doit être la pause, j'ai envie d'entendre ce qu'il va dire sur la lecture, paf, voilà. Normalement, vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble, ça peut vous servir de marque-page, ça peut vous servir de guide, donc c'est vraiment... je ne remercierai jamais assez YouTube pour ça, c'est vraiment trop cool. Mais je rappelle que ces vidéos, avant d'être en rediffusion sur YouTube, ont lieu en live sur Twitch. Et donc je me dois d'accueillir mes chers viewers dans le chat. Et je vous dis bonsoir Jumpy, bonsoir Petit Poulpe Dissident et bonsoir l'écoute aux portes. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ce soir. Comment allez-vous toutes? Puisque si je ne m'abuse, vous êtes toutes des femmes. Comment allez-vous toutes? Ça me fait plaisir de vous accueillir. D'ailleurs, peu importe que vous me regardiez en live ou en rediffusion, je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vaquer dans vos occupations de la manière la plus sereine possible et à passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Je vais essayer de faire cette intro assez courte, même si j'ai pas mal de choses à dire.
Parce que, voilà, comme vous l'avez deviné, l'homme qui rit va nous prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, on va essayer, c'est le premier live, on va essayer de se lancer, de se plonger dedans, et de voir à peu près combien de pages on peut lire en une soirée, pour bah, voilà, peut-être se faire un avis un peu plus précis du nombre de lives qu'on aura à allouer à cette œuvre. Sinon, comme je le disais, je voulais revenir sur quelques petits points avec vous dans cette introduction, notamment le live sur Sea of Thieves de mercredi qui a duré 6 heures. Habituellement ça en dure 3 à peu près. Et là ça a duré 6 heures, mais c'était un très grand plaisir jusqu'à 3 heures du matin. Mais je ne regrette pas du tout, même si en effet jeudi j'étais un petit peu capoute. Ça m'a fait quand même extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. Il y a eu beaucoup de participation dans le chat, on a fait un pic à 22 viewers. Il y a eu beaucoup d'abonnements, beaucoup de dons. Ça m'a fait extrêmement plaisir, l'ambiance était du feu de Dieu, je pense l'une des meilleures ambiances que j'ai jamais eues sur mes lives. Donc franchement merci pour ce live, j'espère que on arrivera à reproduire ce genre d'ambiance justement dans le futur. En tout cas, si vous voulez revenir sur des lives Sea of Thieves, vous savez bien que c'est une fois par semaine le mercredi à 21 h. Et la semaine prochaine, ce sera un live tout spécial puisque ce sera l'émission Tout ce qu'il y a à savoir sur la mise à jour de Sea of Thieves, en compagnie déjà de Walkirax et de Mirani, ça c'est signé. Et puis je verrai si j'arrive à enrôler un 4e larron dans l'histoire. Mais voilà, ça risque d'être hyper intéressant et instructif, j'ai hâte de voir la nouvelle mise à jour arriver. Oh, c'est trop stylé, petit poulpe dissident, de s'installer avec ton ukulélé, etc. Prête à écouter cette histoire. Oh là là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, bah, je vous souhaite du courage pour ceux qui vont peut-être un peu moins bien. De toute manière, je vous souhaite du courage à tous parce qu'en ce moment, la période est un petit peu spéciale, forcément. On va essayer de garder le bon mood. On va essayer de se soutenir les uns les autres avec ce live, de peut-être se faire une petite escapade mentale, voilà, de prendre une petite pause de ce monde foufou, qui nous entoure. Sinon, je voulais aussi me projeter sur l'avenir très rapidement, puisque je vous rappelle qu'après le live de ce soir, il y aura encore 2 lives cette semaine. Dimanche, comme d'habitude, à 15 h, un live de découverte de l'univers de League of Legends qui aura lieu sur le personnage d'Orianna, avec une nouvelle, si je ne m'abuse, qui se nomme Fieram, il me semble. Donc voilà, ça risque d'être intéressant. Moi, Orianna, c'est un perso que j'aime assez bien en plus. Donc j'ai assez hâte, ça va être sympa. De toute manière, c'est toujours le petit live chill du dimanche pour terminer la semaine en beauté, en douceur. Mais surtout, je dois avouer que je suis impatient, très très spécialement, puisque demain revient une nouvelle édition de l'émission Ça me rappelle une histoire. Et oui, demain 21 h, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, chers amis. On aura besoin de vous, comme d'habitude, sur cette émission, puisque elle est en totale interaction avec le chat. Je rappelle que le but, grosso modo, est d'improviser des histoires, comme si c'était des souvenirs que je vous racontais, en collaboration avec le chat, puisque vous allez pouvoir me faire des suggestions via les points de chaîne, via les particules de rêve que vous pouvez trouver sous votre chat Twitch. Et j'ai vraiment hâte parce que l'air de rien, c'est fait exprès que ce soit toutes les 2 semaines pour que ça ait un petit côté exceptionnel, mais l'air de rien, j'ai vraiment l'impression que le dernier date d'il y a 1 mois, je sais pas, le temps passe de manière très spéciale. Il y a des choses sur lesquelles j'ai l'impression que ça passe trop vite, d'autres où ça passe trop lentement, enfin bref. En tout cas, je suis overhypé pour l'émission. Ça me rappelle une histoire de demain, d'autant plus que le thème de demain sera le thème duo, et je ne serai pas seul, je serai accompagné de Mirani. Mirani, mon partenaire in crime, mon partner in crime, comme j'aurais pu, comme je pourrais le définir, voilà. Puisque on a été notamment maître du jeu pendant très longtemps, tantôt maître du jeu, tantôt joueur, et en gros à chaque fois on jonglait d'une partie sur l'autre d'un jeu de rôle assez ambitieux qui a eu une bonne trentaine de sessions, même plus que ça, parce qu'après il y avait des parties fun entre les deux et tout, enfin bref. Donc disons qu'on a bien fait une 50aine de sessions à être chacun son tour le maître du jeu et un joueur, et ouais, même on a créé pas mal de choses ensemble, de manière générale, je pense qu'on s'entend très bien en termes d'imagination et de création notamment. Donc je suis vraiment impatient de faire ça avec lui demain, et j'espère que vous lui ferez un accueil des plus princiers, puisqu'il le mérite. C'est vraiment un bon gars, c'est vraiment le bro ultime.
et je pense qu'on va bien se marrer demain. Voilou. Je réfléchis parce que j'ai trop peur d'avoir oublié des trucs. Il me semblait que j'avais plein de choses à vous dire, mais je crois avoir fait un tour assez conséquent. On va pouvoir entamer la lecture de ce soir, L'homme qui rit de Victor Hugo. Alors ce soir, ça va être très spécial, L'homme qui rit. Alors attendez, je vois qu'il y a des questions par rapport à ça me rappelle une histoire. Alors avant que je n'entame L'homme qui rit, je vais y répondre. J'ai hâte, bah moi aussi j'ai hâte, Jumpy. Est-ce que le thème duo veut dire que dans l'histoire aussi il y aura deux personnages clés? Pas forcément, les couteaux portes. C'est vrai que le terme thème peut peut-être vous induire en erreur. Sachez que jusqu'à présent j'ai fait des genres littéraires grosso modo, hein. J'ai fait fantasy, j'ai fait science-fiction, j'ai fait horreur. Sachez que dans le futur, je mettrai sous le terme thème autant des genres littéraires que des obstacles, des circonstances si je puis dire, des mises en scène et ainsi de suite. Donc voilà, là c'est duo purement et simplement parce que je serai accompagné de Mirani et qu'on racontera une histoire à deux. Voilà, voilà. Du coup, concernant la lecture du soir, L'homme qui rit de Victor Hugo, ce n'est pas une découverte pour moi puisque L'homme qui rit, je l'ai déjà lu il y a de cela, je dirais 5-6 ans, bien 5-6 ans, quelque chose comme ça. C'est l'un des fameux classiques que j'ai décidé de lire après mes études, parce que grosso modo quand j'ai arrêté mes études justement j'avais cet élan de me dire en cours j'ai l'impression de rien branler, enfin j'ai l'impression qu'on nous demande de pas branler grand chose, bref je vais pas m'étaler là-dessus, donc je veux me faire ma culture, donc je vais lire plein de classiques, et donc L'homme qui rit de Victor Hugo m'est tombé sous les mains. Je rappelle que ça c'est une de mes stratégies, je vous en ai déjà parlé, je vous en parlais davantage dans mes lives précédents, mais c'est l'une de mes stratégies de prendre une œuvre qui n'est pas la plus connue de Victor Hugo. Genre là, voilà, j'aurais pu prendre Les Misérables, j'aurais pu prendre tout un tas de choses. Mais L'homme qui rit m'a tiré davantage, je dois être franc. Et c'est un truc que je fais souvent, de prendre pas l'œuvre majeure et d'aller un petit peu fouiller et peut-être trouver l'œuvre qui aura plus ma sensibilité, qui me touchera peut-être un peu davantage. L'homme qui rit, c'est très connu parce qu'il y a un film notamment avec Gérard Depardieu. C'est aussi très connu parce que cette figure balafrée vous rappelle certainement quelque chose. Il y a beaucoup de théories qui diraient que L'homme qui rit a inspiré directement la figure du Joker, avec son grand sourire comme ça. Donc voilà, L'homme qui rit, ça a quand même un imaginaire populaire important, je trouve, qui me tentait bien. Et donc j'ai une affection toute particulière pour cette œuvre. Pourquoi? Tout simplement parce que, bizarrement, c'est un petit peu à cause d'elle que j'ai commencé les lives de lecture. Puisque j'ai déjà raconté cette anecdote de nombreuses fois, lire à voix haute c'est quelque chose que je fais depuis relativement longtemps et j'ai plein de petites anecdotes par rapport à ça. Mais c'est vrai que je pense la dernière en date et la dernière majeure en date avant que je n'entame les lives de lecture, c'est ma lecture de L'homme qui rit de Victor Hugo, puisque c'est un bon pavé, comme vous le voyez, et que je l'ai lu intégralement, ou quasiment intégralement, à mon cousin en vacances. En gros, je l'avais commencé, je crois, je l'ai emmené en vacances, on était 2 semaines en Bretagne avec mon cousin, et le reste de ma famille, enfin bref, je passe les détails. Et tous les jours j'en lisais un petit peu, et notamment quand on allait sur la plage, parce qu'on se posait comme des merdes sur la serviette pendant 5 heures, et du coup je faisais la lecture sur la plage de L'homme qui rit. Et c'est marrant parce que ça a toujours été un délire que j'ai eu de lire à voix haute des œuvres, et souvent j'y apportais une dimension rigolote. C'est-à-dire que par exemple, une chose que je faisais au lycée avec un ami avec un camarade de classe, c'était qu'on lisait un roman à deux, et il y en avait un des deux qui était chargé de faire les bruits d'ambiance, entre guillemets. C'est-à-dire que par exemple, si dans le texte c'était écrit il marche sur une branche, il y avait l'autre à côté qui faisait cric. Enfin bref, des trucs à la con, mais c'était un peu plus sous le signe de l'humour et sous le signe du divertissement. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était un peu plus léger, on va dire. C'était plus pour nous faire marrer. Et là, avec L'homme qui rit de Victor Hugo, c'était
une dimension différente dans le sens où moi au début je faisais ça un peu voilà pour rire et puis pour me marrer à déclamer des choses à voix haute comme ça. Et au final, bah, c'était cool parce que mon cousin m'a vachement encouragé là-dedans et était vachement à me dire ouais vas-y relis-moi quelques pages et tout, ou à me dire ah bah, il s'est passé quoi du coup après dans l'histoire et tout. Enfin donc je sais pas, l'air de rien, merci. Je sais pas s'il veut que je le nomme. Bon, c'est pas très grave de toute manière, il serait très dur à retrouver. Merci Axel, c'est vraiment, vraiment tu as eu ta pierre dans cette structure qui s'est créée suite à cette lecture. Donc merci beaucoup Axel et franchement ouais je sais pas, ce roman me fait remonter plein de souvenirs de vacances etc. Enfin bref. Je suis très heureux de vous en faire la lecture ce soir. Alors moi j'ai des souvenirs par rapport à cette lecture, sur mon avis justement, sur l'opinion que j'ai par rapport à cette œuvre. Je vais pas forcément vous en faire part pour pas vous influencer sur votre appréciation de l'œuvre, pardon. Mais j'y reviendrai certainement lors des pauses, une fois qu'on sera un petit peu entré dans l'histoire justement. La dernière chose que je voulais dire, et c'est quelque chose de très particulier, mais je sais pas, j'ai envie de vous le dire, c'est marrant. Et du coup, bonsoir Kilala Kawaii et bonsoir Nathan Garnier, ça me fait plaisir de vous voir, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir que vous nous rejoigniez ce soir, installez-vous tranquillement. Du coup, oui, une chose très bizarre avec l'homme qui rit de Victor Hugo. D'ailleurs, c'est le résultat de vos votes, hein, je vous ai fait voter. Je rappelle, n'hésitez pas à me suivre sur Discord, Facebook et Twitter. Je vous ai fait voter ça ces derniers jours, et vous avez le choix entre l'homme qui rit et le rouge et le noir. Vous avez choisi l'homme qui rit à la grande unanimité. Enfin, la grande majorité plutôt. Et donc oui, petit fun fact. Je ne sais pas pourquoi, je pense justement que c'est à cause du fait que cette œuvre soit entre guillemets l'œuvre fondatrice de mes lives de lecture. Et aussi parce que j'ai envie de vous la lire depuis longtemps. Et à la fois je me dis non c'est trop gros, ça se fera pas en live, ça sera trop dur, etc. Que du coup c'est devenu un peu un fantasme dans ma tête. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours vu dans cette œuvre, dans L'Homme qui rit de Victor Hugo, le dernier live de lecture de ma chaîne. Je me suis toujours dit, quand tu voudras arrêter tes lives de lecture, tu termineras avec L'Homme qui rit de Victor Hugo. Et je sais pas, du coup ça me fait... Je sais pas pourquoi j'ai cette pensée en tête, mais limite depuis que j'ai commencé les lives de lecture, j'ai cette pensée en tête. Et je sais pas pourquoi, je serais pas à décrire vraiment pourquoi. Je pense que les raisons que je vous ai évoquées sont les bonnes en vrai, mais... Et je sais pas, j'ai un sentiment ultra particulier envers cette œuvre, je saurais pas le définir. Toujours est-il que j'espère vous rassurer en vous disant que, a priori, ça sera pas la dernière lecture de la chaîne. Mais j'espère que ça sera un petit peu peut-être pas le boost, peut-être pas le renouveau, mais voilà, je sais pas comment décrire ça. Le beau geste de la chaîne, pardon. Je sais pas. Je sais pas, je trouve que c'est un truc spécial. Je sais pas pourquoi cette œuvre, j'y tiens beaucoup, j'y ai un attachement très particulier. Bref, trêve de bavardage, je digresse à l'infini, comme d'habitude, vous me connaissez. On va se lancer sans plus attendre. Un tournant, exactement. Je sais pas si je vais... Enfin, je sais pas du tout comment je vais découper l'œuvre, parce que elle est découpée de manière très, très spéciale. D'ailleurs, dans les descriptions de vidéos, ça va être compliqué pour moi, parce que... en gros, voilà, je vous le dis, il y a une préface d'une page. Ensuite, il y a le sommaire avec... Première partie, 2 chapitres préliminaires. 1. Ursus. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois. Après, 2. Les Comprachicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Livre premier. 1. La pointe sud de Portland. Enfin bref. Donc c'est vraiment un livre avec plein de parties, plein de chapitres, plein de sous-chapitres. C'est un beau bordel. J'essaierai de faire une présentation au maximum claire sur les rediffusions pour que vous arriviez à suivre de la manière la plus legit possible. Écoutez, je pense que pour la première partie de lecture de ce soir, on va se tenter
de lire la préface et un chapitre complet, le chapitre Ursus. On va voir si on y arrive. Et puis on est parti du coup. Je sais pas pourquoi je stresse pour cette œuvre. Enfin, justement, c'est lié au fait que j'ai un sentiment particulier envers cette œuvre, mais je sais pas. C'est marrant. En tout cas, merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Jumpy, bonne écoute Petit Poulpe Dissident, bonne écoute l'écoute aux portes, Killa la Kawaii et Nathan Garnier. Un bonne écoute également à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens, je pense, d'ici une bonne trentaine de minutes. Je pense que les sessions de lecture sur cette œuvre vont être assez massives. Donc voilà, on se dit d'ici 30 minutes, je pense. À tout à l'heure. L'homme qui rit, de Victor Hugo. Préface. De l'Angleterre tout est grand, même ce qui n'est pas bon, même l'oligarchie. Le patriciat anglais, c'est le patriciat dans le sens absolu du mot. Pas de féodalité plus illustre, plus terrible et plus vivace. Disons-le, cette féodalité a été utile à ses heures. C'est en Angleterre que ce phénomène, la seigneurie, veut être étudié, de même que c'est en France qu'il faut étudier ce phénomène, la royauté. Le vrai titre de ce livre serait l'aristocratie. Un autre livre qui suivra pourra être intitulé la monarchie, et ces deux livres, s'il est donné à l'auteur d'achever ce travail, en précéderont et en amèneront un autre qui sera intitulé 93. Hauteville House, 1869. Première partie. La mer et la nuit. 2 chapitres préliminaires. 1. Ursus. 1. Ursus et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Ursus était un homme, Homo était un loup. Leurs humeurs s'étaient convenues. C'était l'homme qui avait baptisé le loup. Probablement il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Ursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisse, aux coins de rue où les passants s'attroupent, et au besoin qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes et d'acheter de l'orviétan. Ce loup, docile et gracieusement subalterne, était agréable à la foule. Voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. Ursus et Homo allaient de carrefour en carrefour, des places publiques d'Aberystwyth aux places publiques de Jedburgh, de pays en pays, de comté en comté, de ville en ville. Un marché épuisé, il passait à l'autre. Ursus habitait une cahute roulante, qu'Homo, suffisamment civilisé, traînait le jour et gardait la nuit. Dans les routes difficiles, dans les montées, quand il y avait trop d'ornières et trop de boue, l'homme se bouclait la bricole au cou et tirait fraternellement, côte à côte avec le loup. Ils avaient ainsi vieilli ensemble. Ils campaient à l'aventure dans une friche, dans une clairière, dans la patte d'oie d'un entrecroisement de routes, à l'entrée des hameaux, aux portes des bourgs, dans les halles, dans les mails publics, sur la lisière des parcs, sur les parvis d'église. Quand la carriole s'arrêtait dans quelque champ de foire, quand les commères accouraient béantes, quand les curieux faisaient cercle, Ursus pérorait, Homo approuvait. Homo, une sébile dans sa gueule, faisait poliment la quête dans l'assistance. Ils gagnaient leur vie. Le loup était lettré, l'homme aussi. Le loup avait été dressé par l'homme, ou s'était dressé tout seul, à diverses gentillesses de loup qui contribuaient à la recette. Surtout, ne dégénère pas en homme, lui disait son ami. Le loup ne mordait jamais, l'homme quelquefois. Du moins, mordre était la prétention d'Ursus. Ursus était un misanthrope, et, pour souligner sa misanthropie, il s'était fait battleur. Pour vivre aussi, car l'estomac impose ses conditions. De plus, ce battleur misanthrope, soit pour se compliquer, soit pour se compléter, était médecin. Médecin, c'est peu. Ursus était ventriloque. On le voyait parler sans que sa bouche remuât. Il copiait, à s'y méprendre, l'accent et la prononciation du premier venu. Il imitait les voix à croire entendre les personnes. À lui tout seul, il faisait le murmure d'une foule, ce qui lui donnait droit au titre d'engastrimite. Il le prenait. Il reproduisait toutes sortes de cris d'oiseaux, la grive, le grasset, l'alouette Pépi, qu'on nomme aussi la béguinette, le merle à plastron blanc.
tous voyageurs comme lui, de façon que, par instant, il vous faisait entendre à son gré ou une place publique couverte de rumeurs humaines, ou une prairie pleine de voix bestiales. Tantôt rageux comme une multitude, tantôt puéril et serein comme l'aube. Du reste, ces talents-là, quoique rares, existent. Au siècle dernier, un nommé Touzel, qui imitait les cohus mêlés d'hommes et d'animaux, et qui copiait tous les cris de bêtes, était attaché à la personne de bouffonne en qualité de ménagerie. Ursus était sagace, invraisemblable et curieux, et enclin aux explications singulières que nous appelons fables. Il avait l'air d'y croire. Cette effronterie faisait partie de sa malice. Il regardait dans la main des quidam, ouvrait des livres au hasard et concluait, prédisait les sorts, enseignait qu'il est dangereux de rencontrer une jument noire, et plus dangereux encore de s'entendre, au moment où l'on part pour un voyage, appelé par quelqu'un qui ne sait pas où vous allez, et il s'intitulait « Marchand de superstition ». Il disait « Il y a entre l'archevêque de Canterbury et moi une différence. Moi, j'avoue. » C'est bien que l'archevêque, justement indigné, le fit un jour venir. Mais Ursus, adroit, désarma sa grâce en lui récitant un sermon de lui, Ursus, sur le saint jour de Christmas que l'archevêque, charmé, apprit par cœur, débita en chair et publia, comme de lui archevêque. Moyennant quoi, il pardonna. Ursus, médecin, guérissait, parce que ou quoique. Il pratiquait les aromates. Il était versé dans les simples. Il tirait parti de la profonde puissance qui est dans un tas de plantes dédaignées, la coudre moissine, la bourdaine blanche, le hardeau, la mancienne, la bourrépine, la viorne, le nerprin. Il traitait la phtisie par la ros solis. Il usait à propos des feuilles du titimal qui, arrachées par le bas, sont un purgatif, et arrachées par le haut, sont un vomitif. Il vous ôtait un mal de gorge au moyen de l'excroissance végétale dite oreille de juif. Il savait quel est le jonc qui guérit le bœuf, et quelle est la menthe qui guérit le cheval. Il était au fait des beautés et des bontés de l'herbe mandragore, qui, personne ne l'ignore, est homme et femme. Il avait des recettes. Il guérissait les brûlures avec de la laine de salamandre, de laquelle Néron, au dire de Pline, avait une serviette. Ursus possédait une cornue et un matras. Il faisait de la transmutation. Il vendait des panacées. On contait de lui qu'il avait été jadis un peu enfermé à Bedlam. On lui avait fait l'honneur de le prendre pour un insensé, mais on l'avait relâché, s'apercevant qu'il n'était qu'un poète. Cette histoire n'était probablement pas vraie. Nous avons tous de ces légendes que nous subissons. La réalité est qu'Ursus était savantas, homme de goût et vieux poète latin. Il était docte sous les deux espèces, il hippocratisait et il pindarisait. Il eût concouru en Phébus avec Rapin et Vida. Il eût composé d'une façon non moins triomphante que le père Bourg des tragédies jésuites. Il résultait de sa familiarité avec les vénérables rythmes et maîtres des anciens qu'il avait des images à lui, et toute une famille de métaphores classiques. Il disait d'une mère précédée de ses deux filles, c'est un dactyle, d'un père suivi de ses deux fils, c'est un anapeste, et d'un petit enfant marchant entre son grand-père et sa grand-mère, c'est un amphimacre. Tant de sciences ne pouvaient aboutir qu'à la famine. L'école de Salerne dit « Mangez peu et souvent ». Ursus mangeait peu et rarement, obéissant ainsi à une moitié du précepte et désobéissant à l'autre. Mais c'était la faute du public, qui n'affluait pas toujours et n'achetait pas fréquemment. Ursus disait « L'expectoration d'une sentence soulage, le loup est consolé par le hurlement, le mouton par la laine, la forêt par la fauvette, la femme par l'amour, et le philosophe par l'épiphonème. » Ursus, au besoin, fabriquait des comédies qu'il jouait à peu près. Cela aide à vendre les drogues. Il avait, entre autres œuvres, composé une bergerade héroïque en l'honneur du chevalier Hugh Middleton, qui en 1608 apporta à Londres une rivière. Cette rivière était tranquille dans le comté de Hertford, à 60 miles de Londres. Le chevalier Middleton vint et la prit. Il amena une brigade de 600 hommes armés de pelles et de pioches, se mit à remuer la terre, la creusant ici, l'élevant là, parfois 20 pieds haut, parfois 30 pieds profond, fit des aqueducs de bois en l'air, et çà et là 800 ponts de pierres, de briques, de madriers, et un beau matin, la rivière entra dans Londres qui manquait d'eau. Ursus transforma tous ces détails vulgaires en une belle bucolique. Entre le fleuve Thamis et la rivière Serpentine, le fleuve invitait la rivière à venir chez lui, et lui offrait son lit, et lui disait « Je suis trop vieux pour plaire aux femmes, mais je suis assez riche pour les payer. » Tour ingénieux et galant pour exprimer que Sir Hugh Middleton avait fait tous les travaux à ses frais.
Ursus était remarquable dans le soliloque. D'une complexion farouche et bavarde, ayant le désir de ne voir personne et le besoin de parler à quelqu'un, il se tirait d'affaire en se parlant à lui-même. Quiconque a vécu solitaire sait à quel point le monologue est dans la nature. La parole intérieure démange. Haranguer l'espace est un exutoire. Parler tout haut et tout seul, cela fait l'effet d'un dialogue avec le Dieu qu'on a en soi. C'était, on ne l'ignore point, l'habitude de Socrate. Il se pérorait, Luther aussi. Ursus tenait de ces grands hommes. Il avait cette faculté hermaphrodite d'être son propre auditoire. Il s'interrogeait et se répondait. Il se glorifiait et s'insultait. On l'entendait de la rue monologuer dans sa cahute. Les passants, qui ont leur manière à eux d'apprécier les gens d'esprit, disaient « c'est un idiot ». Il s'injuriait parfois, nous venons de le dire, mais il y avait aussi des heures où il se rendait justice. Un jour, dans une de ces allocutions qu'il s'adressait à lui-même, on l'entendit crier. J'ai étudié le végétal dans tous ses mystères, dans la tige, dans le bourgeon, dans la sépale, dans la pétale, dans l'étamine, dans le carpel, dans l'ovule, dans la thèque, dans la sporange et dans la potation. J'ai approfondi la chromatie, l'osmosie et la chymosie, c'est-à-dire la formation de la couleur, de l'odeur et de la saveur. Il y avait sans doute, dans ce certificat qu'Ursus délivrait à Ursus, quelque fatuité, mais que ceux qui n'ont point approfondi la chromatie, l'osmosie et la chymosie lui jettent la première pierre. Heureusement, Ursus n'était jamais allé dans les Pays-Bas. On l'y eût certainement voulu peser pour savoir s'il avait le poids normal au-delà ou en deçà duquel un homme est sorcier. Ce poids en Hollande était sagement fixé par la loi. Rien n'était plus simple et plus ingénieux. C'était une vérification. On vous mettait dans un plateau et l'évidence éclatait si vous rompiez l'équilibre. Trop lourd, vous étiez pendu. Trop léger, vous étiez brûlé. On peut voir encore aujourd'hui, à Woodwater, la balance à peser les sorciers, mais elle sert maintenant à peser les fromages, tant la religion a dégénéré. Ursus eût eu certainement maille à partir avec cette balance. Dans ses voyages, il s'abstint de la Hollande et fit bien. Du reste, nous croyons qu'il ne sortait point de la Grande-Bretagne. Quoi qu'il en fût, étant très pauvre et très âpre, et ayant fait dans un bois la connaissance d'Homo, le goût de la vie errante lui était venu. Il avait pris ce loup en commandite, et il s'en était allé avec lui par les chemins vivants, à l'air libre, de la grande vie du hasard. Il avait beaucoup d'industrie et d'arrière-pensée, et un grand art en toutes choses pour guérir, opérer, tirer les gens de la maladie, et accomplir des particularités surprenantes. Il était considéré comme bon saltimbanque et bon médecin. Il passait aussi, on le comprend, pour magicien. Un peu, pas trop, car il était malsain à cette époque d'être cru ami du diable. À vrai dire, Ursus, par passion de pharmacie et amour des plantes, s'exposait, vu qu'il allait souvent cueillir des herbes dans les forêts bourrues, où sont les salades de Lucifer, et où l'on risque, comme l'a constaté le conseiller de l'Ancre, de rencontrer dans la brouée du soir un homme qui sort de terre, borgne de l'œil droit, sans manteau, l'épée au côté, pieds nus et déchaux. Ursus, du reste, quoique d'allure et de tempérament bizarre, était trop galant homme pour attirer ou chasser la grêle, faire paraître des faces, tuer un homme du tourment de trop danser, suggérer des songes clairs ou tristes et pleins d'effroi, et faire naître des coqs à 4 ailes. Il n'avait pas de ces méchancetés-là. Il était incapable de certaines abominations, comme par exemple de parler allemand, hébreu ou grec sans l'avoir appris, ce qui est le signe d'une scélératesse exécrable, ou d'une maladie naturelle procédant de quelque humeur mélancolique. Si Ursus parlait latin, c'est qu'il le savait. Il ne se serait point permis de parler syriaque, attendu qu'il ne le savait pas. En outre, il est avéré que le syriaque est la langue des sabbats. En médecine, il préférait correctement Galien à Cardan. Cardan, tout savant homme qu'il est, n'étant qu'un ver de terre au respect de Galien. En somme, Ursus n'était point un personnage inquiété par la police. Sa cahute était assez longue et assez large pour qu'il pût s'y coucher sur un coffre où étaient ses hardes, peu somptueuses. Il était propriétaire d'une lanterne, de plusieurs perruques et de quelques ustensiles accrochés à des clous, parmi lesquels des instruments de musique. Il possédait en outre une peau d'ours dont il se couvrait les jours de grandes performances. Il appelait cela se mettre en costume. Il disait « J'ai 2 peaux, voici la vraie », et il montrait la peau d'ours. La cahute à roue était à lui et au loup. Outre sa cahute, sa cornue et son loup, il avait une flûte et une viole de gambe, et il en jouait agréablement. Il fabriquait lui-même ses élixirs. Il tirait de ses talents de quoi souper quelquefois. Il y avait au plafond de sa cahute un trou par où passait le tuyau d'un poêle de fonte contigu à son coffre, assez pour roussir le bois. Ce poêle avait 2 compartiments. Ursus dans l'un faisait cuire de l'alchimie, et dans l'autre des pommes de terre. La nuit, le loup dormait sous la cahute, amicalement enchaîné,
Homo avait le poil noir et Ursus le poil gris. Ursus avait 50 ans, à moins qu'il n'en eût 60. Son acceptation de la destinée humaine était telle qu'il mangeait, on vient de le voir, des pommes de terre, immondices dont on nourrissait alors les pourceaux et les forçats. Il mangeait cela, indigné et résigné. Il n'était pas grand, il était long. Il était ployé et mélancolique. La taille courbée du vieillard, c'est le tassement de la vie. La nature l'avait fait pour être triste. Il lui était difficile de sourire et il lui avait toujours été impossible de pleurer. Il lui manquait cette consolation, les larmes, et ce palliatif, la joie. Un vieux homme est une ruine pensante. Ursus était cette ruine-là. Une loquacité de charlatan, une maigreur de prophète, une irascibilité de mine chargée. Tel était Ursus. Dans sa jeunesse, il avait été philosophe chez un lord. Cela se passait il y a 180 ans, du temps que les hommes étaient un peu plus des loups qu'ils ne sont aujourd'hui. Pas beaucoup plus. 2. Homo n'était pas le premier loup venu. À son appétit de nèfles et de pommes, on l'eût pris pour un loup de prairie, à son pelage foncé, on l'eût pris pour un lycan, et à son hurlement atténué en aboiement, on l'eût pris pour un culpeux. Mais on n'a point encore assez observé la pupille du culpeux pour être sûr que ce n'est point un renard, et Homo était un vrai loup. Sa longueur était de 5 pieds, ce qui est une belle longueur de loup, même en Lituanie. Il était très fort, il avait le regard oblique, ce qui n'était pas sa faute. Il avait la langue douce, et il en léchait parfois Ursus. Il avait une étroite brosse de poils courts sur l'épine dorsale, et il était maigre d'une bonne maigreur de forêt. Avant de connaître Ursus et d'avoir une carriole à traîner, il faisait allègrement ses 40 lieues dans une nuit. Ursus, le rencontrant dans un hallier, près d'un ruisseau d'eau vive, l'avait pris en estime en le voyant pêcher des écrevisses avec sagesse et prudence, et avait salué en lui un honnête et authentique loukoupara, du genre dit chien crabier. Ursus préférait Homo, comme bête de somme, à un âne. Faire tirer sa cahute à un âne lui eût répugné. Il faisait trop cas de l'âne pour cela. En outre, il avait remarqué que l'âne, songeur 4 pattes peu compris des hommes, a parfois un dressement d'oreille inquiétant quand les philosophes disent des sottises. Dans la vie, entre notre pensée et nous, un âne est un tiers. C'est gênant. Comme ami, Ursus préférait Homo à un chien, estimant que le loup vient de plus loin vers l'amitié. C'est pourquoi Homo suffisait à Ursus. Homo était pour Ursus plus qu'un compagnon. C'était un analogue. Ursus lui tapait ses flancs creux en disant « J'ai trouvé mon tome second ». Il disait encore « Quand je serai mort, qui voudra me connaître n'aura qu'à étudier Homo. Je le laisserai après moi pour copie conforme. » La loi anglaise, peu tendre aux bêtes des bois, eût pu chercher querelle à ce loup et le chicaner sur sa hardiesse d'aller familièrement dans les villes. Mais Homo profitait de l'immunité accordée par un statut d'Édouard IV aux domestiques. Pourra tout domestique suivant son maître aller et venir librement. En outre, un certain relâchement à l'endroit des loups était résulté de la mode des femmes de la cour sous les derniers Stuarts d'avoir en guise de chiens de petits loups corsaques dits hadives, gros comme des chats qu'elles faisaient venir d'Asie à grands frais. Ursus avait communiqué à Homo une partie de ses talents, se tenir debout, délayer sa colère en mauvaise humeur, bougonner au lieu de hurler, etc. Et de son côté, le loup avait enseigné à l'homme ce qu'il savait, se passer de toit, se passer de pain, se passer de feu, préférer la faim dans un bois à l'esclavage dans un palais. La cahute, sorte de cabane-voiture qui suivait l'itinéraire le plus varié, sans sortir pourtant d'Angleterre et d'Écosse, avait 4 roues, plus un brancard pour le loup et un palonnier pour l'homme. Ce palonnier était l'en-cas des mauvais chemins. Elle était solide, bien que bâtie en planches légères comme un colombage. Elle avait à l'avant une porte vitrée, avec un petit balcon servant aux harangues, tribune mitigée de chair, et à l'arrière une porte pleine trouée d'un vasistas. L'abattement d'un marchepied de 3 degrés, tournant sur charnière, et dressé derrière la porte à vasistas donnait entrée dans la cahute, bien fermée la nuit de verrous et de serrures. Il avait beaucoup plu et beaucoup neigé dessus. Elle avait été peinte, mais on ne savait plus trop de quelle couleur, les changements de saison étant pour les carrioles comme les changements de règne pour les courtisans. À l'avant, au dehors, sur une espèce de frontispice en volige, on avait pu jadis déchiffrer cette inscription, en caractères noirs sur fond blanc, lesquels s'étaient peu à peu mêlés et confondus. L'or perd annuellement par le frottement un 14/100 de son volume. C'est ce qu'on nomme le frais. D'où il suit que, sur 1400 millions d'or circulant par toute la terre, il se perd tous les ans 1 million. Ce million d'or s'en va en poussière, s'envole, flotte, et atome devient respirable, charge,
dose leste et appesantit les consciences, et s'amalgame avec l'âme des riches qu'il rend superbe, et avec l'âme des pauvres qu'il rend farouche. Cette inscription, effacée et biffée par la pluie et par la bonté de la Providence, était heureusement illisible, car il est probable qu'à la fois énigmatique et transparente, cette philosophie de l'or respiré n'eût pas été du goût des shérifs, prévôts, marshals et autres porte-perruques de la loi. La législation anglaise ne badinait pas dans ces temps-là. On était aisément félon. Les magistrats se montraient féroces par tradition, et la cruauté était de routine. Les juges d'inquisition pullulaient. Jeffreys avait fait des petits. 3. Dans l'intérieur de la cahute, il y avait 2 autres inscriptions. Au-dessus du coffre, sur la paroi de planches lavées à l'eau de chaux, on lisait ceci, écrit à l'encre et à la main. Seule chose qu'il importe de savoir. Le baron père d'Angleterre porte un tortil à 6 perles. La couronne commence au vicomte. Le vicomte porte une couronne de perles sans nombre, le comte une couronne de perles sur pointe entremêlée de feuilles de fraisier plus basses, le marquis perles et feuilles d'égale hauteur, le duc fleuron sans perles, le duc royal un cercle de croix et de fleurs de lys, le prince de Galles une couronne pareille à celle du roi mais non fermée. Le duc est très haut et très puissant prince, le marquis et le comte très noble et puissant seigneur, le vicomte noble et puissant seigneur, le baron véritablement seigneur. Le duc est grâce, les autres pairs sont seigneuries. Les lords sont inviolables. Les pairs sont chambre et cour, concilium et curia, législature et justice. Most honorable et plus que right honorable. Les lords pairs sont qualifiés lords de droit, les lords non pairs sont lords de courtoisie. Il n'y a de lords que ceux qui sont pairs. Le lord ne prête jamais serment, ni au roi ni en justice. Sa parole suffit. Il dit « sur mon honneur ». Les communes, qui sont le peuple, mandées à la barre des lords, s'y présentent humblement, tête nue, devant les pairs couverts. Les communes envoient aux lords les bills par 40 membres qui présentent le bill avec 3 révérences profondes. Les lords envoient aux communes les bills par un simple clerc. En cas de conflit, les 2 chambres confèrent dans la chambre peinte, les pairs assis et couverts, les communes debout et nu-tête. D'après une loi d'Édouard VI, les lords ont le privilège d'homicide simple. Un lord qui tue un homme simplement n'est pas poursuivi. Les barons ont le même rang que les évêques. Pour être baron pair, il faut relever du roi, per baroniam integram, par baronnie entière. La baronnie entière se compose de 13 fiefs nobles et un quart, chaque fief noble étant de 20 livres sterling, ce qui monte à 400 marks. Le chef de baronnie, caput baronnier, est un château héréditairement régi comme l'Angleterre elle-même, c'est-à-dire ne pouvant être dévolu aux filles qu'à défaut d'enfants mâles, et en ce cas, allant à la fille aînée. Coteris filiabus aliunde satisfactis. Les barons ont la qualité de lord, du saxon laford, du grand latin dominus et du bas latin lordus. Les fils aînés et puinés des vicomtes et barons sont les premiers écuyers du royaume. Les fils aînés des pairs ont le pas sur les chevaliers de la jarretière, les fils puinés, point. Le fils aîné d'un vicomte marche après tous les barons et avant tous les baronnets. Toute fille de lord est lady, les autres filles anglaises sont miss. Tous les juges sont inférieurs aux pairs. Le sergent a un capuchon de peau d'agneau, le juge a un capuchon de menu vert, diminuto vario, quantité de petites fourrures blanches de toutes sortes, hors l'hermine est réservée aux pairs et aux rois. On ne peut accorder de supplicavit contre un lord. Un lord ne peut être contraint par corps, hors le cas de Tour de Londres. Un lord appelé chez le roi a droit de tuer un d'un ou 2 dans le parc royal. Le lord tient dans son château cour de baron. Il est indigne d'un lord d'aller dans les rues avec un manteau suivi de 2 laquais. Il ne peut se montrer qu'avec un grand train de gentilshommes domestiques. Les pairs se rendent au Parlement en carrosse à la file, les communes, point. Quelques pairs vont à Westminster, en chaises renversées à 4 roues. La forme de ces chaises et de ces carrosses armoriées et couronnées n'est permise qu'aux lords et fait partie de leur dignité. Un lord ne peut être condamné à l'amende que par les lords, et jamais à plus de 5 shillings, excepté le duc qui peut être condamné à 10. Un lord peut avoir chez lui 6 étrangers, tout autre anglais n'en peut avoir que 4. Un lord peut avoir 8 tonneaux de vin sans payer de droit. Le lord est seul exempt de se présenter devant le shérif de circuit.
Le lord ne peut être taxé pour la milice. Quand il plaît à un lord, il lève un régiment et le donne au roi. Ainsi font leur grâce le duc d'Atholl, le duc de Hamilton et le duc de Northumberland. Le lord ne relève que des lords. Dans les procès d'intérêt civil, il peut demander son renvoi de la cause s'il n'y a pas au moins un chevalier parmi les juges. Le lord nomme ses chapelains. Un baron nomme 3 chapelains. Un vicomte, 4. Un comte et un marquis, 5. Un duc, 6. Le lord ne peut être mis à la question, même pour haute trahison. Le lord ne peut être marqué à la main. Le lord est clerc, même ne sachant pas lire, il sait de droit. Un duc se fait accompagner par un dé partout où le roi n'est pas. Un vicomte a un dé dans sa maison. Un baron a un couvercle d'essai et se le fait tenir sous la coupe pendant qu'il boit. Une baronne a le droit de se faire porter la queue par un homme en présence d'une vicomtesse. 86 lords, ou fils aînés de lord, président aux 86 tables de 500 couverts chacune, qui sont servis chaque jour à sa majesté dans son palais aux frais du pays environnant la résidence royale. Un roturier qui frappe un lord a le poing coupé. Le lord est à peu près roi. Le roi est à peu près Dieu. La terre est une lordship. Les Anglais disent à Dieu « My Lord ». Vis-à-vis de cette inscription, on en lisait une deuxième, écrite de la même façon, et que voici. Satisfaction qui doivent suffire à ceux qui n'ont rien. Henri Auverquerque, comte de Grantham, qui siège à la chambre des lords entre le comte de Jersey et le comte de Greenwich, a 100 000 livres sterling de rente. C'est à sa seigneurie qu'appartient le palais Grantham Terrace, bâti tout en marbre et célèbre par ce qu'on appelle le labyrinthe des corridors, qui est une curiosité où il y a le corridor incarnat en marbre de Saran-Colin, le corridor brun en lumaquel d'Astrakhan, le corridor blanc en marbre de Lagny, le corridor noir en marbre d'Alabanda, le corridor gris en marbre de Starrema, le corridor jaune en marbre de Hesse, le corridor vert en marbre du Tyrol, le corridor rouge mi-partie griotte de Bohême et lumaquel de Cordoue, le corridor bleu en turquin de Gênes, le corridor violet en granit de Catalogne, le corridor d'œil, veiné blanc et noir en schiste de Mourviédro, le corridor rose en cipolin des Alpes, le corridor perle en lumaquel de Nonette, et le corridor de toutes couleurs, dit corridor courtisan, en brèche arlequine. Richard Lowther, vicomte Lonsdale, à Lowther, dans le Westmoreland, qui est d'un abord fastueux et dont le perron semble inviter les rois à entrer. Richard, comte de Scarborough, vicomte et baron Lumley, vicomte de Waterford en Irlande, lord lieutenant et vice-amiral du comté de Northumberland et de Durham, ville et comté à la double châtellenie de Stansted, l'antique et la moderne, où l'on admire une superbe grille en demi-cercle entourant un bassin avec jet d'eau incomparable. Il a de plus son château de Lumley. Robert Darcy, comte de Holderness, a son domaine de Holderness, avec tour de baron et des jardins infinis à la française, où il se promène en carrosse à 6 chevaux précédés de 2 piqueurs, comme il convient à un pair d'Angleterre. Charles Beauclerc, duc de Saint-Alban, comte de Burford, baron Eddington, grand fauconnier d'Angleterre, a une maison Windsor, royale à côté de celle du roi. Charles Botteville, Lord Roberts, baron Truteau, vicomte Bonnemine, à Wimpole en Cambridge, qui fait 3 palais avec 3 frontons, un arqué et 2 triangulaires. L'arrivée est à quadruple rang d'arbres. Le très noble et très puissant Lord Philip Herbert, vicomte de Cardiff, comte de Montgomery, comte de Pembroke, seigneur père et rosse de Condal, Marmion, Saint-Quentin et Churland, gardien de l'étannerie dans les comtés de Cornouailles et de Devon, visiteur héréditaire du collège de Jésus, a le merveilleux jardin de Wilton, où il y a 2 bassins à gerbes plus beaux que le Versailles du roi très chrétien Louis XIV. Charles Seymour, duc de Somerset, à Somerset House sur la Tamise, qui égale la villa Pamphili de Rome. On remarque sur la grande cheminée 2 vases de porcelaine de la dynastie des Yuan, lesquels valent un demi-million de francs. En Yorkshire, Arthur Lord Ingram, vicomte Irwin, à Temple Newsham, où l'on entre par un arc de triomphe et dont les larges toits plats ressemblent aux terrasses morisques. Robert, Lord Ferrers de Chartley, Bourchier et Loven, a dans le Leicestershire, Stotton Harold, dont le parc en plan géométral a la forme d'un temple avec fronton,
et devant la pièce d'eau, la grande église à clocher carré est à sa seigneurie. Dans le comté de Northampton, Charles Spencer, comte de Sunderland, un du conseil privé de Sa Majesté, possède Altrop, où l'on entre par une grille à 4 piliers surmontés de groupes de marbre. Lawrence Hyde, comte de Rochester, a en Surrey, New Park, magnifique par son acrotère sculpté, son gazon circulaire entouré d'arbres, et ses forêts à l'extrémité desquelles il y a une petite montagne artistement arrondie et surmontée d'un grand chêne qu'on voit de loin. Philip Slanop, comte de Chesterfield, possède Bredby and Derbyshire, qui a un pavillon d'horloge superbe, des fauconniers, des garènes et de très belles eaux longues, carrées et ovales, dont une en forme de miroir avec 2 jaillissements qui vont très haut. Lord Cornwallis, baron de High, à Brougham Hall, qui est un palais du XIVe siècle. Le très noble Algernon Capel, vicomte Malden, comte d'Essex, à Cashiobury en Hertfordshire, château qui a la forme d'un grand H et où il y a des chasses fort giboyeuses. Charles, Lord Ossulston, à Dowley en Middlesex, où l'on arrive par des jardins italiens. James Cecil, comte de Salisbury, à 7 lieues de Londres, à Hartfield House, avec ses 4 pavillons seigneuriaux, son beffroi au centre, et sa cour d'honneur dallée de blanc et de noir, comme celle de Saint-Germain. Ce palais, qui a 272 pieds en front, a été bâti sous Jacques Ier par le grand trésorier d'Angleterre, qui est le bisaïeul du comte régnant. On y voit le lit d'une comtesse de Salisbury, d'un prix inestimable, entièrement fait d'un bois du Brésil qui est une panacée contre la morsure des serpents, et qu'on appelle milhombres, ce qui veut dire 1000 hommes. Sur ce lit est écrit en lettres d'or « Honni soit qui mal y pense ». Edward Rich, comte de Warwick et Holland, à Warwick Castle, où l'on brûle des chênes entiers dans les cheminées. Dans la paroisse de Sevenoaks, Charles Sackville, baron Buckhurst, vicomte Cranfield, comte de Dorset et Middlesex, à Knoll, qui est grand comme une ville et qui se compose de 3 palais, parallèles l'un derrière l'autre comme des lignes d'infanterie, avec 10 pignons à escalier sur la façade principale et une porte sous donjon à 4 tours. Thomas Thynne, vicomte Weymouth, baron Warminster, possède Langleat, qui a presque autant de cheminées, de lanternes, de gloriettes, de poivrières, de pavillons et de tourelles que Chambord en France, lequel est au roi. Henry Howard, comte de Suffolk, a, à 12 lieues de Londres, le palais d'Odlien, en Middlesex, qui le cède à peine en grandeur et majesté à l'escurial du roi d'Espagne. En Bedfordshire, Rest House and Park, qui est tout un pays enclos de fossés et de murailles avec bois, rivières et collines, est à Henry, marquis de Kent. Hampton Court, en Hereford, avec son puissant donjon crénelé et son jardin barré d'une pièce d'eau qui le sépare de la forêt, est à Thomas, Lord Coningsby. Grimsthorpe, en Lincolnshire, avec sa longue façade coupée de hautes tourelles en pales, ses parcs, ses étangs, ses faisanderies, ses bergeries, ses boulingrins, ses quinconces, ses mailles, ses futaies, ses parterres brodés, quadrillés et losangés de fleurs, qui ressemblent à de grands tapis, ses prairies de course et la majesté du cercle où les carrosses tournent avant d'entrer au château, appartient à Robert, comte Lindsay, lord héréditaire de la forêt de Walham. Up Park en Sussex, château carré avec 2 pavillons symétriques à beffroi des 2 côtés de la cour d'honneur, et au très honorable Ford, Lord Grey, vicomte Glendale et comte de Tancarville. Newham Panox, en Warwickshire, qui a 2 viviers quadrangulaires et un pignon avec vitrail à 4 pans, est au comte de Denbigh, qui est comte de Rheinfelden en Allemagne. Witham, dans le comté de Berk, avec son jardin français où il y a 4 tonnelles taillées et sa grande tour crénelée accostée de 2 hautes nefs de guerre, est alors de Montague, comte d'Abington, qui a aussi Ricotte, dont il est baron, et dont la porte principale fait lire la devise Virtus Ariete Fortior. William Cavendish, duc de Devonshire, a 6 châteaux, dont Chatsworth, qui est à 2 étages du plus bel ordre grec, et en outre sa grâce à son hôtel de Londres, où il y a un lion qui tourne le dos au palais du roi. Le vicomte Kinalmickey, qui est comte de Cork en Irlande, à Burlington House en Piccadilly, avec de vastes jardins qui vont jusqu'aux champs hors de Londres. Il a aussi Chiswick, où il y a 9 corps de logis magnifiques. Il a aussi Landersburg,
qui est un hôtel neuf à côté d'un vieux palais. Le duc de Beaufort à Chelsea, qui contient 2 châteaux gothiques et un château florentin. Il a aussi Badminton en Gloucester, qui est une résidence d'où rayonne une foule d'avenues comme d'une étoile. Très noble et puissant prince Henri, duc de Beaufort et en même temps marquis et comte de Worcester, baron Raglan, baron Power et baron Herbert de Chepstow. John Holles, duc de Newcastle et marquis de Clare, à Bolsover, dont le donjon carré est majestueux, plus Octon en Nottingham, où il y a au centre d'un bassin une pyramide ronde imitant la tour de Babel. William, Lord Craven, baron Craven de Hampstead, a en Warwickshire une résidence, Combe Abbey, où l'on voit le plus beau jet d'eau de l'Angleterre, et en Berkshire 2 baronnies, Hampstead Marshall, dont la façade offre 5 lanternes gothiques engagées, et Asdown Park, qui est un château au point d'intersection d'une croix de route dans une forêt. Lord Linus Clancharlie, baron Clancharlie et Hunkerville, marquis de Corleone en Sicile, a sa pairie assise sur le château de Clancharlie, bâti en 914 par Édouard le Vieux contre les Danois, plus Hunkerville House à Londres, qui est un palais, plus à Windsor, Corleone Lodge, qui en est un autre, et 8 châtellenies, une à Bruxton, sur le Trent, avec un droit sur les carrières d'Albâtre, puis Gumdraith, Humble, Morecambe, Trenwardraith, Elkerters, où il y a un puits merveilleux, Pillinmore et ses marais à tourbes, Réculver près de l'ancienne ville Vaniaque, Vincanton sur la montagne Moilenly, plus 19 bourgs et villages avec baillis, et tout le pays de Pensnet-Chase, ce qui ensemble rapporte à sa seigneurie 40 000 livres sterling de rente. Les 172 pairs régnant sous Jacques II possèdent entre eux en bloc un revenu de 1272 000 sterling par an, qui est la 11e partie du revenu de l'Angleterre. En marge du dernier nom, lors de Linus Clancharlie, on lisait cette note de la main d'Ursus. Rebelle, en exil, bien châteaux et domaines sous le séquestre. C'est bien fait. Et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. Nous marquons une pause. Waouh, c'était très sportif ce dernier chapitre. D'ailleurs, je sais pas si je dois appeler ça chapitre, parce qu'encore une fois, la découpe est très particulière. Donc là, j'espère que vous avez compris, hein. Il y a eu la préface d'une page. On est entré dans la première partie qui se nomme La mer et la nuit, si je dis pas de bêtises. Je vais reprendre le sommaire. Hein. Voilà, c'est ça. On est entré dans la première partie qui se nomme La mer et la nuit. Il y a 2 chapitres préliminaires. Et donc là, on est dans le premier chapitre préliminaire qui se nomme Ursus. Et dans ce chapitre, il y a 1, 2, 3. Donc là, on vient de finir 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. On vient de finir 1, 2, 3. Et on va passer à 4 après la pause. Donc voilà, vous voyez que c'est mastoc. Vous voyez que c'est lourd. Mais je suis curieux d'avoir votre avis sur cette œuvre parce que malgré que ça soit long, malgré que ça soit peut-être un petit peu lourd, surtout sur le dernier chapitre, je dois bien avouer que personnellement, je surkiffe cette lecture. Et en fait, mon avis est peut-être biaisé parce que je l'avais déjà surkiffé à l'époque, mais j'ai bien quelques petits points négatifs, mais c'est vrai que de manière globale, ça m'avait déjà fortement étonné à l'époque, et je crois qu'en fait j'avais un peu oublié la chose, et de relire aujourd'hui, ça me re-étonne entre guillemets, mais en vérité, je comprends quand même que Victor Hugo ait cette aura et soit considéré certainement comme le plus grand auteur français ayant existé, je pense. Je pense que je suis pas dans le faux en disant que pour beaucoup de gens ça doit être ça. Quoique, je sais pas. En tout cas, il a une renommée incroyable et c'est vraiment, je trouve, l'auteur français par excellence, entre guillemets. Et personnellement, je m'attendais à trouver son style pas à mon goût. Je m'attendais peut-être aussi à ce qu'il n'ait pas de style très, très poussé parce qu'en général, bizarrement, je trouve que les classiques de littérature ont un style un peu pauvre parce que grosso modo, ils ont un style
classique, c'est-à-dire qu'ils ont un style de leur époque. Alors oui, ça nous change parce que nous, on parle plus comme ça, mais sinon, je trouve pas qu'ils ont forcément de choses particulières. C'est juste, voilà, c'est juste une belle langue ou j'en sais rien. Mais Victor Hugo, ça m'avait déjà étonné à l'époque et ça m'étonne à nouveau aujourd'hui. Je trouve vraiment qu'il a un style qui se lit si bien. Je trouve que c'est si subtil et si fin. D'ailleurs, j'avais peur que ça se lise mal à l'oral, et je trouve qu'au contraire, ça se lit très très bien à l'oral. Et en ça, je trouve que le fait que le style d'Hugo ait une oralité assez facile, eh ben, je trouve que du coup, oui, le style est assez moderne en fait. Et pour un texte qui date, je le rappelle, de 1868, un truc comme ça. Donc voilà. Ouais, c'est à peu près ça. Et ouais, moi je sais pas, je sais pas pourquoi je suis fasciné quelque part par le style de Victor Hugo. J'aurais pas tendance à dire que ça sera mon auteur préféré parce qu'il écrit pas forcément sur des thèmes qui sont les thèmes qui m'intéressent le plus, même si L'Homme qui rit, je l'ai dans mon cœur encore une fois. Mais je trouve qu'il est vraiment doué et que il a pas volé son aura d'écrivain géantissime, quoi. J'ai l'impression que Victor Hugo, il a un peu comment on appelle ça, phagocyté, non, il a un peu vampirisé le game, quoi. J'ai l'impression que en littérature française, on a beaucoup de chance parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bons auteurs, d'excellents auteurs et d'auteurs reconnus. Mais c'est vrai que Victor Hugo, j'ai l'impression qu'il a un peu cannibalisé le truc en étant vraiment le boss du boss, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le boss du game, quoi. Enfin, en tout cas, je sais pas si vous avez le même sentiment sur tout ça. Moi, je le trouve vraiment cool et justement, euh, dans ces phrases, ce que je disais, c'est que je trouve une certaine finesse, une certaine subtilité dans le sens où il arrive à faire passer des messages comme une lettre à la poste. Il arrive vraiment à faire, avec des formulations de phrases simples et élégantes, il arrive comment on appelle ça? Mince, je trouve plus le terme, à nous abreuver de tout un tas d'informations. Et je trouve qu'en très peu de mots, parce que les phrases, la plupart du temps, sont très courtes quand même. Et je trouve qu'en très peu de mots, il arrive direct à nous saisir et à nous faire saisir la personnalité et le sens de ce qu'il veut dire. On comprend la personnalité d'Ursus et d'Homo très rapidement, en très peu de mots, juste par voilà, son petit jeu presque d'humour, où il se joue à moitié de ses personnages, il se joue à moitié des lecteurs, il se joue à moitié de la société, il se joue à moitié de lui-même. Enfin, il y a vraiment, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper smart, d'hyper smooth dans son style, dans son écriture. Et du coup, bonsoir Passion Droit Civil, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien et que tu te plairas parmi nous. Pourquoi ce gros rageux? Passion Droit Civil qui nous dit Victor Hugo, ce gros rageux, vive l'empereur. Pourquoi ça? Je ne comprends pas. Et du coup, alors j'essaie de relire vos commentaires. Il n'aime pas les patates parce qu'il ne connaissait pas les frites. N'importe quoi. Se faire tuer parce que son poids sort de la moyenne. Ça me fait penser à la scène de... Bah, c'est Sacré Graal, je crois, des Monty Python. Où il pèse la sorcière avec une oie et tout, là. Elle est trop marrante, cette scène. Ça m'a trop fait penser à ça. Et du coup, bonsoir Kid143. Je t'appellerai Kid si ça te va. Du coup, pour te répondre, je suppose que tu me demandes quelles ont été mes études. Et pour te répondre, j'ai fait des lettres modernes il y a de cela longtemps, mais je suis pas allé au bout du cursus, j'ai arrêté en cours de route. Alors, voilà, je vois que on va dire le point négatif de L'Homme qui rit vous a marqué aussi. C'est ce côté, accumulation à l'infini. C'est un truc que Victor Hugo fait beaucoup. En vrai, je peux pas lui jeter la pierre, moi aussi je le fais beaucoup quand j'écris. Mais c'est vrai que là, il le fait beaucoup, il le fait à l'extrême. Et c'est vrai que c'est l'un des souvenirs que j'avais de L'Homme qui rit, où je sais que, et c'est pour ça que je vous l'ai pas dit plus tôt aussi, pour pas vous foutre en l'air la lecture, mais je sais que, notamment au début du roman, il y a plusieurs passages qui sont des accumulations par juxtaposition infinies, comme ce chapitre 3 qui était
uniquement la citation de tous les châteaux et de tous les ducs et ainsi de suite. Enfin, tous les lords. Donc voilà, je sais que c'est très long et pas forcément palpitant, et je sais qu'il y a d'autres passages un peu dans le même style. Je pense toutefois qu'on a passé le moment le plus relou, mais je me rappelle notamment de certaines pages où il va parler de navigation, donc de bateau, et il me semble que ça m'avait marqué à l'époque où il y avait vraiment une chier de pages pour nous raconter des petits détails infimes de comment on navigue un bateau, et j'étais là. On s'en bat les couilles. Enfin, en bref. Donc voilà, je dirais que c'est peut-être le petit point faible que je trouve à Victor Hugo une fois de temps en temps. Et en même temps, je dois dire que malgré ces accumulations infinies, malgré cela, je trouve que ça rend super bien. Je trouve que ça rend super bien et qu'il l'écrit vachement bien. Kid, je n'ai pas la référence à ton dernier message. Donc on va dire que c'était pas quelque chose de vulgaire et grossier. Mais j'ai pas la référence, donc si tu veux l'expliciter, vas-y. Alors, du coup, Nathan, tu trouves qu'il est bien, c'est ça que tu disais? L'écoute aux portes, j'ai bien aimé la description de l'homme et du loup. Surtout ne dégénère pas en homme. Sur la fin un peu lourd, la grosse liste de lieux. Ouais, voilà. Voilà, je savais que la liste de lieux, ça vous aurait peut-être un petit peu ennuyé. C'est normal. Mais oui, pareil, surtout ne dégénère pas en homme, la phrase d'Ursus à Homo, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et en fait, c'est marrant parce que je vous ai dit juste avant que j'avais un sentiment tout particulier sur cette œuvre et que je savais pas forcément pourquoi. En fait, je crois que je sais pourquoi, justement, par la lecture de ces premiers chapitres, où bah, je pense que vous l'avez compris quand j'ai lu justement le chapitre 1 et 2, enfin, je sais pas si je dois appeler ça chapitre du coup, mais où il y avait justement la description de la vie d'Ursus et d'Homo. Et en fait, c'est parce que je sais pas, je suis pris d'affection énorme pour Ursus et Homo. C'est des personnages que je kiffe à l'infini et dans lesquels je me reconnais pas mal. Enfin, je me reconnais pas mal. En tout cas, j'ai une sensibilité allant dans le même sens. Et ouais, du coup, ça me fait rire. Je pense que c'est vraiment la force de ce roman, et je vous spoil pas, mais il y aura d'autres personnages principaux, et les autres personnages principaux, pareil, je serais. Enfin, pareil, de souvenir en tout cas, je me sens proche d'eux. Je sais pas. Après, c'est là où l'écrivain est doué, quoi. C'est qu'il arrive à vous prendre d'empathie pour les personnages et ainsi de suite, mais ouais, je trouve les personnages, c'est vraiment une force d'Hugo, en tout cas dans ce roman. Je voulais dire que tu lisais bien. Bah merci Nathan, ça fait plaisir. Franchement, ça fait super plaisir que tu aies fait l'effort de passer des lives de gaming aux lives de lecture. Pas tout le monde fait l'effort, je te remercie grandement. Et du coup, oui, c'était bien un loup l'écoute aux portes. Hein. C'était bien un loup. On n'est plus dans l'appel de la forêt. On a changé de bail. Je sais que là, les lectures se sont un peu enchaînées ces derniers temps, mais voilà, vous comprenez qu'avec le confinement, je peux pas, bah, je vous l'avais déjà dit, je peux pas faire mes pauses comme d'habitude parce que d'habitude dans mes pauses, mes pauses consistent en partie à partir de chez moi et à aller voir ma famille, à aller voir des amis, à aller voir des gens pour des rendez-vous pro. Donc bah voilà, là je peux pas, donc du coup j'enchaîne les lives, j'enchaîne les lives, j'enchaîne les lives. Donc c'est vrai que là depuis les Fables de la Fontaine, on a enchaîné les Fables de la Fontaine, l'appel de la forêt, alcool, et maintenant l'homme qui rit. Et l'homme qui rit, ça va être une grosse lecture qui va prendre énormément de temps, mais j'espère qu'elle vous plaira. Moi, pour le moment, elle me régale à nouveau. C'est un truc de fou. Je suis hyper hypé par cette lecture. Je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, mais elle me rend fou cette lecture. Je la trouve trop bien. Je la trouve si bien. Ce qu'on va essayer de faire, je crois, c'est de lire la fin du chapitre. En gros, de lire jusqu'au début du livre premier. C'est-à-dire lire la fin des 2 chapitres préliminaires. Ensuite, je ferai une pause où j'arrêterai le live selon où on en est dans la lecture. Enfin, dans le live plutôt, dans le temps de live. Parce que je sais pas si je commence le livre premier. Je me dis ça peut être un peu chiant de commencer le livre premier et de ne pas arriver au bout. Je trouve ça un peu dommage. Je sais pas trop ce qu'on va faire, on verra tout à l'heure. Moi je fais pas l'effort de passer de la lecture au gaming, mais vu la pub de ton live de mercredi, j'irai voir. Ah bah c'est gentil les côtés aux portes, merci beaucoup. Je sais pas si ça peut être ton style, hein. Après je ne te blâme pas, hein. Je comprends très bien que tout le monde ait ses styles de,
j'allais dire de hobby, mais ça marche pas, enfin d'intérêt tout simplement. Je crois qu'on va reprendre la lecture. Je sens qu'il y a un élément qui me sort de tête et que je voulais vous parler d'autre chose, mais j'ai zappé. Pas grave. On va au moins poursuivre pour terminer le premier chapitre, Ursus, et le deuxième chapitre, les Complachicos, si j'ai pas de conneries. Ce qui nous mènera au début du livre premier, où, comme je le disais à l'instant, je ferai soit une pause, soit je mettrai fin au live, nous verrons tout à l'heure. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez aussi nombreux et que vous suiviez la lecture aussi assidûment depuis tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir. Donc, cœur sur vous les gens. Et oui, demain, c'est bien demain, Nathan, qu'il y a un live spécial, demain à 21h, si tu veux nous rejoindre. Allez. Sur ce, chers amis, je vais vous souhaiter de nouveau une bonne écoute Kid, si tu es toujours parmi nous, ainsi que Passion Droit Civil, pseudo atypique s'il en est. Bonne écoute les couteaux portes, Jumpy, Nathan, Kilala Kawaii, si tu es toujours parmi nous, je sais pas si j'en oublie, désolé. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous m'accompagniez sur ce live ce soir. On poursuit notre découverte d'Ursus et d'Homo avec la partie 4. On est parti. Je vais dire ma petite phrase cérémoniale comme ça. En rediffusion, je sais où je devrais mettre un timecode, ça sera parfait. L'homme qui rit, suite. 4. Ursus admirait Homo. On admire près de soi. C'est une loi. Être toujours sourdement furieux, c'était la situation intérieure d'Ursus, et gronder était sa situation extérieure. Ursus était le mécontent de la création. Il était dans la nature celui qui fait de l'opposition. Il prenait l'univers en mauvaise part. Il ne donnait de satisfecit à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Faire le miel n'absolvait pas l'abeille de piquer. Une rose épanouie n'absolvait pas le soleil de la fièvre jaune et du vomito negro. Il est probable que, dans l'intimité, Ursus faisait beaucoup de critiques à Dieu. Il disait « Évidemment, le diable est à ressort, et le tort de Dieu, c'est d'avoir lâché la détente. » Il n'approuvait guère que les princes, et il avait sa manière à lui de les applaudir. Un jour que Jacques II donna en don à la Vierge d'une chapelle catholique irlandaise une lampe d'or massif, Ursus, qui passait par là avec Homo, plus indifférent, éclata en admiration devant tout le peuple, et s'écria « Il est certain que la Sainte Vierge a bien plus besoin d'une lampe d'or que les petits enfants que voilà pieds nus n'ont besoin de souliers. » De telles preuves de sa loyauté, et l'évidence de son respect pour les puissances établies, ne contribuèrent probablement pas peu à faire tolérer par les magistrats son existence vagabonde et sa mésalliance avec un loup. Il laissait quelquefois le soir, par faiblesse amicale, Homo se détirer un peu les membres et errer en liberté autour de la cahute. Le loup était incapable d'un abus de confiance et se comportait en société, c'est-à-dire parmi les hommes, avec la discrétion d'un caniche. Pourtant, si l'on eût eu affaire à des alcades de mauvaise humeur, cela pouvait avoir des inconvénients. Aussi Ursus maintenait-il le plus possible l'honnête loup enchaîné. Au point de vue politique, son écriteau sur l'or, devenu indéchiffrable et d'ailleurs peu intelligible, n'était autre chose qu'un barbouillage de façade et ne le dénonçait point. Même après Jacques II et sous le règne respectable de Guillaume et Marie, les petites villes des comtés d'Angleterre pouvaient voir rôder paisiblement sa carriole. Il voyageait librement, d'un bout de la Grande-Bretagne à l'autre, débitant ses filtres et ses fioles, faisant de moitié avec son loup ses momeries de médecin de carrefour, et il passait avec aisance à travers les mailles du filet de police tendu à cette époque par toute l'Angleterre pour éplucher les bandes nomades, et particulièrement pour arrêter au passage les complachicos. Du reste, c'était juste. Ursus n'était d'aucune bande. Ursus vivait avec Ursus, tête à tête de lui-même avec lui-même dans lequel un loup fourrait gentiment son museau. L'ambition d'Ursus eût été d'être Caraïbe. Ne le pouvant, il était celui qui est seul. Le solitaire est un diminutif du sauvage, accepté par la civilisation. On est d'autant plus seul qu'on est errant, de là son déplacement perpétuel. Rester quelque part lui semblait de l'apprivoisement. Il passait sa vie à passer son chemin.
La vue des villes redoublait en lui le goût des broussailles, des alliés, des épines et des trous dans les rochers. Son chez lui était la forêt. Il ne se sentait pas très dépaysé dans le murmure des places publiques assez pareilles au brouhaha des arbres. La foule satisfait dans une certaine mesure le goût qu'on a du désert. Ce qui lui déplaisait dans cette cahute, c'est qu'elle avait une porte et des fenêtres, et qu'elle ressemblait à une maison. Il eût atteint son idéal s'il eût pu mettre une caverne sur 4 roues et voyager dans un antre. Il ne souriait pas, nous l'avons dit, mais il riait, parfois, fréquemment même, d'un rire amer. Il y a du consentement dans le sourire, tandis que le rire est souvent un refus. Sa grande affaire était de haïr le genre humain. Il était implacable dans cette haine. Ayant tiré à clair ceci que la vie humaine est une chose affreuse, ayant remarqué la superposition des fléaux, les rois sur le peuple, la guerre sur les rois, la peste sur la guerre, la famine sur la peste, la bêtise sur le tout, ayant constaté une certaine quantité de châtiment dans le seul fait d'exister, ayant reconnu que la mort est une délivrance, quand on lui amenait un malade, il le guérissait. Il avait des cordiaux et des breuvages pour prolonger la vie des vieillards. Il remettait les culs de jatte sur leurs pieds et leur jetait ce sarcasme. « Te voilà sur tes pattes. Puisses-tu marcher longtemps dans la vallée de larmes ?» Quand il voyait un pauvre mourant de faim, il lui donnait tous les liards qu'il avait sur lui en grommelant. « Vis, misérable, mange, dure longtemps, ce n'est pas moi qui abrégerai ton bagne. » Après quoi il se frottait les mains et disait « Je fais aux hommes tout le mal que je peux. » Les passants pouvaient, par le trou de la lucarne de l'arrière, lire au plafond de la cahute cette enseigne, écrite à l'intérieur, mais visible du dehors, et charbonnée en grosses lettres, Ursus, philosophe. 2. Les comprachicos. 1. Qui connaît à cette heure le mot comprachicos, et qui en sait le sens? Les comprachicos, ou compras pequeños, étaient une hideuse et étrange affiliation nomade, fameuse au XVIIe siècle, oubliée au XVIIIe, ignorée aujourd'hui. Les comprachicos sont, comme la poudre de succession, un ancien détail social caractéristique. Ils font partie de la vieille laideur humaine. Pour le grand regard de l'histoire qui voit les ensembles, les comprachicos se rattachent à l'immense fait esclavage. Joseph, vendu par ses frères, est un chapitre de leur légende. Les comprachicos ont laissé trace dans les législations pénales d'Espagne et d'Angleterre. On trouve ça et là dans la confusion obscure des lois anglaises la pression de ce fait monstrueux, comme on trouve l'empreinte du pied d'un sauvage dans une forêt. Comprachicos, de même que compras pequeños, est un mot espagnol composé qui signifie les achètes petits. Les comprachicos faisaient le commerce des enfants. Ils en achetaient et ils en vendaient. Ils n'en dérobaient point. Le vol des enfants est une autre industrie. Et que faisaient-ils de ces enfants? Des monstres. Pourquoi des monstres? Pour rire. Le peuple a besoin de rire, les rois aussi. Il faut au carrefour le baladin, il faut au Louvre le bouffon. L'un s'appelle Turlupin, l'autre Triboulet. Les efforts de l'homme pour se procurer de la joie sont parfois dignes de l'attention du philosophe. Qu'ébauchons-nous dans ces quelques pages préliminaires? Un chapitre du plus terrible des livres, du livre qu'on pourrait intituler « L'exploitation des malheureux par les heureux ». 2. Un enfant destiné à être un joujou pour les hommes, cela a existé. Cela existe encore aujourd'hui. Aux époques naïves et féroces, cela constitue une industrie spéciale. Le XVIIe siècle, dit grand siècle, fut une de ces époques. C'est un siècle très byzantin. Il eut la naïveté corrompue et la férocité délicate, variété curieuse de civilisation. Un tigre faisant la petite bouche. Madame de Sévigné minaude à propos du bûcher et de la roue. Ce siècle exploita beaucoup les enfants. Les historiens flatteurs de ce siècle ont caché la plaie, mais ils ont laissé voir le remède. Vincent de Paul. Pour que l'homme hauché réussisse, il faut le prendre de bonne heure. Le nain doit être commencé petit. On jouait de l'enfance. Mais un enfant droit, ce n'est pas bien amusant. Un bossu, c'est plus gai. De là un art. Il y avait des éleveurs. On prenait un homme et l'on faisait un avorton. On prenait un visage et l'on faisait un mufle. On tassait la croissance, on pétrissait la physionomie. Cette production artificielle de cas tératologiques avait ses règles. C'était toute une science. On s'imagine une orthopédie en sens inverse. Là où Dieu a mis le regard, cet art mettait le strabisme. Là où Dieu a mis l'harmonie, on mettait la difformité. Là où Dieu a mis la perfection, on rétablissait l'ébauche. Et aux yeux des connaisseurs, c'était l'ébauche qui était parfaite. Il y avait également des reprises en sous-œuvres pour les animaux,
On inventait les chevaux pie. Turenne montait un cheval pie. De nos jours, ne peint-on pas les chiens en bleu et en vert? La nature est notre canevas. L'homme a toujours voulu ajouter quelque chose à Dieu. L'homme retouche la création, parfois en bien, parfois en mal. Le bouffon de cour n'était pas autre chose qu'un essai de ramener l'homme au singe. Progrès en arrière, chef-d'œuvre à reculons. En même temps, on tâchait de faire le singe-homme. Barbe, duchesse de Cleveland et comtesse de Southampton, avait pour page un sapajou. Chez Françoise Sutton, baronne Dudley, 8e pairesse du banc des barons, le thé était servi par un babouin, vêtu de brocart d'or que Lady Dudley appelait mon nègre. Catherine Sidley, comtesse de Dorchester, allait prendre séance au Parlement dans un carrosse armorié, derrière lequel se tenaient debout, museau au vent, 3 papillons en grande livrée. Une duchesse de Medina Coeli, dont le cardinal Paulus vit le lever, se faisait mettre ses bas par un orang-outan. Ces singes, montés en grade, faisaient contrepoids aux hommes brutalisés et bestialisés. Cette promiscuité, voulue par les grands, de l'homme et de la bête, était particulièrement soulignée par le nain et le chien. Le nain ne quittait jamais le chien, toujours plus grand que lui. Le chien était le bini du nain. C'était comme 2 colliers accouplés. Cette juxtaposition est constatée par une foule de monuments domestiques, notamment par le portrait de Geoffrey Hudson, nain de Henriette de France, fille de Henri IV, femme de Charles Ier. Dégrader l'homme mène à le déformer. On complétait la suppression d'État par la défiguration. Certains vivisecteurs de ces temps-là réussissaient très bien à effacer de la face humaine l'effigie divine. Le docteur Conquest, membre du collège d'Amen Street et visiteur juré des boutiques de chimistes de Londres, a écrit un livre en latin sur cette chirurgie à rebours dont il donne les procédés. À en croire Justus de Carrickfergus, l'inventeur de cette chirurgie est un moine nommé Avonmore, mot irlandais qui signifie grande rivière. Le nain de l'électeur palatin Perkeo, dont la poupée ou le spectre sort d'une boîte à surprise dans la cave de Heidelberg, était un remarquable spécimen de cette science très variée dans ses applications. Cela faisait des êtres dont la loi d'existence était monstrueusement simple. Permission de souffrir, ordre d'amuser. 3. Cette fabrication de monstres se pratiquait sur une grande échelle et comprenait divers genres. Il en fallait au sultan, il en fallait au pape. À l'un pour garder ses femmes, à l'autre pour faire ses prières. C'était un genre à part ne pouvant se reproduire lui-même. Ces à peu près humains étaient utiles à la volupté et à la religion. Le sérail et la chapelle Sixtine consommaient la même espèce de monstre, ici féroce, la suave. On savait produire dans ces temps-là des choses qu'on ne produit plus maintenant. On avait des talents qui nous manquent, et ce n'est pas sans raison que les bons esprits crient à la décadence. On ne sait plus sculpter en pleine chair humaine. Cela tient à ce que l'art des supplices se perd. On était virtuose en ce genre, on ne l'est plus. On a simplifié cet art au point qu'il va bientôt peut-être disparaître tout à fait. En coupant les membres à des hommes vivants, en leur ouvrant le ventre, en leur arrachant les viscères, on prenait sur le fait les phénomènes, on avait des trouvailles. Il faut y renoncer, et nous sommes privés des progrès que le bourreau faisait faire à la chirurgie. Cette vivisection d'autrefois ne se bornait pas à confectionner pour la place publique des phénomènes, pour les palais des bouffons, espèce d'augmentative du courtisan, et pour les sultans et papes des eunuques. Elle abondait en variantes. Un de ses triomphes, c'était de faire un coq pour le roi d'Angleterre. Il était d'usage que, dans le palais du roi d'Angleterre, il y eut une sorte d'homme nocturne, chantant comme le coq. Ce veilleur, debout pendant qu'on dormait, rôdait dans le palais et poussait d'heure en heure ce cri de basse-cour, répété autant de fois qu'il le fallait pour suppléer à une cloche. Cet homme, promu coq, avait subi pour cela en son enfance une opération dans le pharynx, laquelle fait partir de l'art décrit par le docteur Conquest. Sous Charles II, une salivation inhérente à l'opération ayant dégoûté la duchesse de Portsmouth, on conserva la fonction, afin de ne point amoindrir l'éclat de la couronne, mais on fit pousser le cri du coq par un homme non mutilé. On choisissait d'ordinaire pour cet emploi honorable un ancien officier. Sous Jacques II, ce fonctionnaire se nommait William Sampson Cock, et recevait annuellement pour son chant 9 livres 2 shillings 6 sous. Il y a 100 ans à peine, à Pétersbourg, les mémoires de Catherine II le racontent, quand le tsar ou la tsarine était mécontent d'un prince russe, on faisait accroupir le prince dans la grande antichambre du palais, et il restait dans cette posture un nombre de jours déterminé, miaulant, par ordre, comme un chat, ou gloussant comme une poule qui couve, et becquetant à terre sa nourriture. Ces modes sont passés, moins qu'on ne croit pourtant.
Aujourd'hui, les courtisans gloussant pour plaire modifient un peu l'intonation. Plus d'un ramasse à terre, nous ne disons pas dans la boue ce qu'ils mangent. Il est très heureux que les rois ne puissent pas se tromper. De cette façon, leurs contradictions n'embarrassent jamais. En approuvant sans cesse, on est sûr d'avoir toujours raison, ce qui est agréable. Louis XIV n'eût aimé voir à Versailles ni un officier faisant le coq, ni un prince faisant le dindon. Ce qui rehaussait la dignité royale et impériale en Angleterre et en Russie eût semblé à Louis le Grand incompatible avec la couronne de Saint-Louis. On sait son mécontentement quand Madame Henriette, une nuit, s'oublia jusqu'à voir en songe une poule, grave inconvenance en effet dans une personne de la cour. Quand on est de la grande, on ne doit point rêver de la basse. Bossuet, on s'en souvient, partagea le scandale de Louis XIV. 4. Le commerce des enfants au XVIIe siècle se complétait, nous venons de l'expliquer, par une industrie. Les comprachicos faisaient ce commerce et exerçaient cette industrie. Ils achetaient des enfants, travaillaient un peu cette matière première, et la revendaient ensuite. Les vendeurs étaient de toutes sortes, depuis le père misérable se débarrassant de sa famille jusqu'au maître utilisant son haras d'esclaves. Vendre des hommes n'avait rien que de simple. De nos jours, on s'est battu pour maintenir ce droit. On se rappelle, il y a de cela moins d'un siècle, l'électeur de Hesse vendant ses sujets au roi d'Angleterre qui avait besoin d'hommes à faire tuer en Amérique. On allait chez l'électeur de Hesse comme chez le boucher acheter de la viande. L'électeur de Hesse tenait de la chair à canon. Ce prince accrochait ses sujets dans sa boutique. Marchandez, c'est à vendre. En Angleterre, sous Geoffrey, après la tragique aventure de Monmouth, il y eut force seigneurs et gentilshommes décapités et écartelés. Ces suppliciés laissèrent des épouses et des filles, veuves et orphelines, que Jacques II donna à la reine sa femme. La reine vendit ses ladies à Guillaume Penn. Il est probable que ce roi avait une remise, et tant pour cent. Ce qui étonne, ce n'est pas que Jacques II ait vendu ses femmes, c'est que Guillaume Penn les ait achetées. L'emplette de Penn s'excuse ou s'explique par ceci que Penn, ayant un désert à ensemencer d'hommes, avait besoin de femmes. Les femmes faisaient partie de son outillage. Ces ladies furent une bonne affaire pour sa gracieuse majesté la reine. Les jeunes se vendirent cher. On songe avec le malaise d'un sentiment de scandale compliqué que Penn eut probablement de vieilles duchesses à très bon marché. Les comprachicos se nommaient aussi les chelas, mot hindou qui signifie dénicheur d'enfants. Longtemps, les comprachicos ne se cachèrent qu'à demi. Il y a parfois dans l'ordre social une pénombre complaisante aux industries scélérates. Elles s'y conservent. Nous avons vu de nos jours en Espagne une affiliation de ce genre, dirigée par le trabucaire Ramon Celles, durer de 1834 à 1866, et tenir 30 ans sous la terreur 3 provinces, Valence, Alicante et Murcie. Sous les Stuarts, les comprachicos n'étaient point mal en cour. Au besoin, la raison d'État se servait d'eux. Ils furent pour Jacques II presque un instrumentum regni. C'était l'époque où l'on tronquait les familles encombrantes et réfractaires, où l'on coupait court aux filiations, où l'on supprimait brusquement les héritiers. Parfois on frustrait une branche au profit de l'autre. Les comprachicos avaient un talent, défiguré, qui les recommandait à la politique. Défigurer vaut mieux que tuer. Il y avait bien le masque de fer, mais c'est un gros moyen. On ne peut peupler l'Europe de masques de fer, tandis que les battleurs difformes courent les rues sans invraisemblance. Et puis le masque de fer est arrachable, le masque de chair ne l'est pas. Vous masquer à jamais avec votre propre visage, rien n'est plus ingénieux. Les comprachicos travaillaient l'homme comme les Chinois travaillent l'arbre. Ils avaient des secrets, nous l'avons dit. Ils avaient des trucs. Art perdu. Un certain rabougrissement bizarre sortait de leurs mains. C'était ridicule et profond. Ils touchaient à un petit être avec tant d'esprit que le père ne l'eût pas reconnu. Quelquefois, il laissait la colonne dorsale droite, mais il refaisait la face. Il démarquait un enfant comme on démarque un mouchoir. Les produits destinés aux battleurs avaient les articulations disloquées d'une façon savante. On les eût dit dessaucés. Cela faisait des gymnastes. Non seulement les comprachicos ôtaient à l'enfant son visage, mais ils lui ôtaient sa mémoire. Du moins, ils lui en ôtaient ce qu'ils pouvaient. L'enfant n'avait point conscience de la mutilation qu'il avait subie. Cette épouvantable chirurgie laissait trace sur sa face, non dans son esprit. Il pouvait se souvenir tout au plus qu'un jour il avait été saisi par des hommes, puis qu'il s'était endormi, et qu'ensuite on l'avait guéri. Guéri de quoi? Il l'ignorait. Des brûlures par le soufre et des incisions par le fer, il ne se rappelait rien. Les comprachicos, pendant l'opération, assoupissaient le petit patient au moyen d'une poudre stupéfiante qui passait pour magique
et qui supprimait la douleur. Cette poudre a été de tout temps connue en Chine, et y est encore employée à l'heure qu'il est. La Chine a eu avant nous toutes nos inventions, l'imprimerie, l'artillerie, l'aérostation, le chloroforme. Seulement la découverte qui en Europe prend tout de suite vie et croissance, et devient prodige et merveille, reste embryon en Chine et s'y conserve morte. La Chine est un bocal de fœtus. Puisque nous sommes en Chine, restons-y un moment encore pour un détail. En Chine, de tout temps, on a vu la recherche d'art et d'industrie que voici. C'est le moulage de l'homme vivant. On prend un enfant de 2 ou 3 ans, on le met dans un vase de porcelaine plus ou moins bizarre, sans couvercle et sans fond, pour que la tête et les pieds passent. Le jour, on tient ce vase debout, la nuit, on le couche pour que l'enfant puisse dormir. L'enfant grossit ainsi sans grandir, en plissant de sa chair comprimée et de ses os tordus les bossages du vase. Cette croissance en bouteille dure plusieurs années. À un moment donné, elle est irrémédiable. Quand on juge que cela a pris et que le monstre est fait, on casse le vase, l'enfant en sort, et l'on a un homme ayant la forme d'un pot. C'est commode, on peut d'avance se commander son nain de la forme qu'on veut. 5. Jacques II toléra les comprachicos. Par une bonne raison, c'est qu'il s'en servait. Cela du moins lui arriva plus d'une fois. On ne dédaigne pas toujours ce qu'on méprise. Cette industrie d'en bas, expédient excellent parfois pour l'industrie d'en haut, qu'on nomme la politique, était volontairement laissée misérable, mais point persécutée. Aucune surveillance, mais une certaine attention. Cela peut être utile. La loi fermait un œil, le roi ouvrait l'autre. Quelquefois le roi allait jusqu'à avouer sa complicité. Ce sont là les audaces du terrorisme monarchique. Le défiguré était Fleur-de-Lysée. On lui ôtait la marque de Dieu, on lui mettait la marque du roi. Jacob Astley, chevalier et baronnet, seigneur de Melton, constable dans le comté de Norfolk, eut dans sa famille un enfant vendu sur le front duquel le commissaire vendeur avait imprimé au fer chaud une fleur de lys. Dans de certains cas, si l'on tenait à constater pour des raisons quelconques l'origine royale de la situation nouvelle faite à l'enfant, on employait ce moyen. L'Angleterre nous a toujours fait l'honneur d'utiliser pour ses usages personnels la fleur de lys. Les comprachicos, avec la nuance qui sépare une industrie d'un fanatisme, étaient analogues aux étrangleurs de l'Inde. Ils vivaient entre eux, en bande, un peu baladins, mais par prétexte. La circulation leur était ainsi plus facile. Ils campaient çà et là, mais graves, religieux, et n'ayant avec les autres nomades aucune ressemblance, incapables de vol. Le peuple les a longtemps confondus à tort avec les morisques d'Espagne et les morisques de Chine. Les morisques d'Espagne étaient faux monnayeurs, les morisques de Chine étaient filous. Rien de pareil chez les comprachicos. C'étaient d'honnêtes gens. Qu'on en pense ce qu'on voudra, ils étaient parfois sincèrement scrupuleux. Ils poussaient une porte, entraient, marchandaient un enfant, payaient et l'emportaient. Cela se faisait correctement. Ils étaient de tous les pays. Sous ce nom, comprachicos fraternisaient des Anglais, des Français, des Castillans, des Allemands, des Italiens. Une même pensée, une même superstition, l'exploitation en commun d'un même métier font de ces fusions. Dans cette fraternité de bandits, des Levantins représentaient l'Orient, des Ponantais représentaient l'Occident. Force basque y dialoguait avec force irlandais. Le basque et l'irlandais se comprennent, ils parlent le vieux jargon punique. Ajoutez à cela les relations intimes de l'Irlande catholique avec la catholique Espagne. Relations telles qu'elles ont fini par faire pendre Londres presque un roi d'Irlande, le lord gallois de Brani, ce qui a produit le comté de Leitrim. Les comprachicos étaient plutôt une association qu'une peuplade, plutôt un résidu qu'une association. C'était toute la gueuserie de l'univers ayant pour industrie un crime. C'était une sorte de peuple arlequin composé de tous les haillons. Affilier un homme, c'était coudre une loque. Errer était la loi d'existence des comprachicos. Apparaître puis disparaître. Qui n'est que toléré ne prend pas racine. Même dans les royaumes où leur industrie était pourvoyeuse des cours, et au besoin auxiliaire du pouvoir royal, ils étaient parfois tout à coup rudoyés. Les rois utilisaient leur art et mettaient les artistes aux galères. Ces inconséquences sont dans le va-et-vient du caprice royal, car tel est notre plaisir. Pierre qui roule et industrie qui rôde n'amassent pas de mousse. Les comprachicos étaient pauvres. Ils auraient pu dire ce que disait cette sorcière maigre et en guenilles voyant s'allumer la torche du bûcher. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Peut-être, probablement même, leurs chefs restés inconnus, les entrepreneurs en grand du commerce des enfants, étaient riches. Ce point, après 2 siècles, serait malaisé à éclaircir. C'était, nous l'avons dit, une affiliation. Elle avait ses lois, son serment, ses formules. Elle avait presque sa cabale.
Qui voudrait en savoir long aujourd'hui sur les Comprachicos n'aurait qu'à aller en Biscaye et en Galice. Comme il y avait beaucoup de Basques parmi eux, c'est dans ces montagnes-là qu'est leur légende. On parle encore à l'heure qu'il est des Comprachicos Oyarzun, à Urbistondo, à Lezo, à Astigarraga, à Guardate Niño, que voy a la mar al Comprachicos. Et dans ce pays-là, le cri d'intimidation des mères aux enfants. Les Comprachicos, comme les Tchiganes et les Gypsies, se donnaient des rendez-vous, de temps en temps. Les chefs échangeaient des colloques. Ils avaient, au XVIIe siècle, 4 principaux points de rencontre. Un en Espagne, le défilé de Pancorbo. Un en Allemagne, la clairière dite la mauvaise femme près de Dierkirch, où il y a 2 bas-reliefs énigmatiques représentant une femme qui a une tête et un homme qui n'en a pas. Un en France, le tertre où était la colossale statue Massu la promesse dans l'ancien bois sacré Borvo-Tomona près de Bourbonne-les-Bains. Un en Angleterre, derrière le mur du jardin de William Challoner, écuyer de Gisborough, en Cleveland dans York, entre la tour carrée et le grand pignon percé d'une porte ogive. 6. Les lois contre les vagabonds ont toujours été très rigoureuses en Angleterre. L'Angleterre, dans sa législation gothique, semblait s'inspirer de ce principe. Homo errans fera errante peior. Un de ces statuts spéciaux qualifie l'homme sans asile, plus dangereux que l'aspic, le dragon, le lynx et le basilic. Atrocior aspide dracone lince et basilico. L'Angleterre a longtemps eu le même souci des gypsies, dont elle voulait se débarrasser que des loups dont elle s'était noyée. En cela, l'Angleterre diffère de l'Irlandais qui prie les saints pour la santé du loup et l'appelle mon parrain. La loi anglaise pourtant, de même qu'elle tolérait, on vient de le voir, le loup apprivoisé et domestiqué devenu en quelque sorte un chien, tolérait le vagabond à état devenu un sujet. On n'inquiétait ni le saltimbanque, ni le barbier ambulant, ni le physicien, ni le colporteur, ni le savant en plein vent, attendu qu'ils ont un métier pour vivre. Hors de là et à ces exceptions près, l'espèce d'homme libre qu'il y a dans l'homme errant faisait peur à la loi. Un passant était un ennemi public possible. Cette chose moderne, flânée, était ignorée. On ne connaissait que cette chose antique, rodée. La mauvaise mine, ce je ne sais quoi que tout le monde comprend et que personne ne peut définir, suffisait pour que la société prît un homme au collet. Où demeures-tu? Que fais-tu? Et s'il ne pouvait répondre, de dures pénalités l'attendaient. Le fer et le feu étaient dans le code. La loi pratiquait la cautérisation du vagabondage. De là, sur tout le territoire anglais, une vraie loi des suspects appliquée aux rôdeurs, volontiers malfaiteurs, disons-le, et particulièrement aux gypsies, dont l'expulsion a été à tort comparée à l'expulsion des Juifs et des Maures d'Espagne et des protestants de France. Quant à nous, nous ne confondons point une battue avec une persécution. Les Comprachicos, insistons-y, n'avaient rien de commun avec les gypsies. Les gypsies étaient une nation, les Comprachicos étaient un composé de toutes les nations. Un résidu, nous l'avons dit, cuvette horrible d'eaux immondes. Les Comprachicos n'avaient point comme les gypsies un idiome à eux. Leur jargon était une promiscuité d'idiomes. Toutes les langues mêlées étaient leur langue, ils parlaient un tohu-bohu. Ils avaient fini par être, ainsi que les gypsies, un peuple serpentant parmi les peuples, mais leur lien commun était l'affiliation, non la race. À toutes les époques de l'histoire, on peut constater dans cette vaste masse liquide qui est l'humanité, de ces ruisseaux d'hommes vénéneux coulant à part, avec quelque empoisonnement autour d'eux. Les gypsies étaient une famille, les Comprachicos étaient une franc-maçonnerie. Maçonnerie ayant non un but auguste, mais une industrie hideuse. Dernière différence, la religion. Les gypsies étaient païens, les Comprachicos étaient chrétiens, et même bons chrétiens, comme il sied à une affiliation qui, bien que mélangée de tous les peuples, avait pris naissance en Espagne, lieu dévot. Ils étaient plus que chrétiens, ils étaient catholiques. Ils étaient plus que catholiques, ils étaient romains. Et si ombrageux dans leur foi et si purs, qu'ils refusèrent de s'associer avec les nomades hongrois du comitat de Pest, commandés et conduits par un vieillard ayant pour sceptre un bâton à pomme d'argent que surmonte l'aigle d'Autriche à 2 têtes. Il est vrai que ces Hongrois étaient schismatiques au point de célébrer l'Assomption le 27 août, ce qui est abominable. En Angleterre, tant que régnèrent les Stuarts, l'affiliation des Comprachicos fut, nous en avons laissé entrevoir les motifs, à peu près protégée. Jacques II, homme fervent qui persécutait les Juifs et traquait les Gypsies, fut bon prince pour les Comprachicos. On a vu pourquoi. Les Comprachicos étaient acheteurs de la denrée humaine dont le roi était marchand. Ils excellaient dans les disparitions.
Le bien de l'État veut de temps en temps des disparitions. Un héritier gênant en bas âge qu'il prenait et qu'il maniait perdait sa forme. Ceci facilitait les confiscations. Les transferts de seigneuries aux favoris en étaient simplifiés. Les comprachicos étaient de plus très discrets et très taciturnes, s'engageaient au silence et tenaient parole, ce qui est nécessaire pour les choses d'État. Il n'y avait presque pas d'exemple qu'ils eussent trahi les secrets du roi. C'était, il est vrai, leur intérêt, et si le roi eût perdu confiance, ils eussent été fort en danger. Ils étaient donc de ressources au point de vue de la politique. En outre, ces artistes fournissaient des chanteurs au Saint-Père. Les comprachicos étaient utiles aux miserere d'Allegri. Ils étaient particulièrement dévots à Marie. Tout ceci plaisait au papisme des Stuarts. Jacques II ne pouvait être hostile à des hommes religieux, qui poussaient la dévotion à la Vierge jusqu'à fabriquer des eunuques. En 1688, il y eut un changement de dynastie en Angleterre. Orange supplanta Stuart. Guillaume III remplaça Jacques II. Jacques II alla mourir en exil, où il se fit des miracles sur son tombeau, et où ses reliques guérirent l'évêque d'Autun de la fistule, digne récompense des vertus chrétiennes de ce prince. Guillaume, n'ayant point les mêmes idées ni les mêmes pratiques que Jacques, fut sévère aux comprachicos. Il mit beaucoup de bonne volonté à l'écrasement de cette vermine. Un statut des premiers temps de Guillaume et Marie frappa rudement à l'affiliation des acheteurs d'enfants. Ce fut un coup de massue sur les comprachicos, désormais pulvérisés. Au terme de ce statut, les hommes de cette affiliation, pris et dûment convaincus, devaient être marqués sur l'épaule d'un fer chaud imprimant un R qui signifie rogue, c'est-à-dire gueux, sur la main gauche d'un T signifiant thief, c'est-à-dire voleur, et sur la main droite d'un M signifiant manslay, c'est-à-dire meurtrier. Les chefs, présumés riches, quoique d'aspect mendiant, seraient punis du colistrigium, qui est le pilori, et marqués au front d'un P, plus leurs biens confisqués et les arbres de leur bois déracinés. Ceux qui ne dénonceraient point les comprachicos seraient châtiés de confiscation et de prison perpétuelle, comme pour le crime de misprision. Quant aux femmes trouvées parmi ces hommes, elles subiraient le Kökingstuhl, qui est un trébuchet dont l'appellation, composée du mot français coquine et du mot allemand Stuhl, signifie chaise de P. La loi anglaise étant douée d'une longévité bizarre, cette punition existe encore dans la législation d'Angleterre pour les femmes querelleuses. On suspend le Kökingstuhl au-dessus d'une rivière ou d'un étang, on assoit la femme dedans, et on laisse tomber la chaise dans l'eau, puis on la retire, et on recommence 3 fois ce plongeon de la femme, pour rafraîchir sa colère, dit le commentateur Chamberlain. Et je vais m'arrêter là pour la lecture de ce soir, puisque nous arrivons à la fin des 2 chapitres préliminaires. Quoique, soit on passe à la pause, soit on passe à l'outro. On va en discuter avec vous le chat. Mais je pense qu'on va s'arrêter quand même. Je sais pas ce que vous en dites. Je pense que ça sera la fin du live quand même. Parce qu'on arrive à 1h45 à peu près de lecture. Et je me dis, c'est dommage d'entamer le premier livre. Puisque là c'est ce qui suit. Là ce qui arrive ensuite c'est livre premier, La nuit moins noire que l'homme. 1. La pointe sud de Portland. Et je me dis c'est dommage. Autant séparer les parties tant que tu peux. Voilà Jumpy, exactement. Je me dis c'est dommage de commencer le livre premier en sachant que je le lirai pas en entier ce soir. Donc peut-être autant... alors attendez. Est-ce que j'arrive? Je crois que ça va être très dur de trouver le livre deuxième. Ah yes, j'ai trouvé direct. Ok, le livre premier fait 40 pages. Ce qui pourrait faire à lui seul, je pense, une lecture. Je pense que à lui seul, ça nous fait une soirée. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Nathan, l'écoute aux portes, Jumpy. Donc je pense qu'on va vraiment partir là-dessus. En fait, le seul truc qui m'embête avec ça, c'est que... Alors, il y a 3, il y a... Encore 3, ça fait 6. Ah oui, il y en a beaucoup plus. On va dire qu'il y a à peu près... j'ai pas compté parce que du coup, j'ai fait n'importe quoi. Attendez. 2, 3... 9. Il y a à peu près 13 parties. À peu près 13 parties si je comprends bien.
Après, elles sont peut-être pas toutes de même longueur, donc si ça se trouve, en plus, il y en a qui seront plus longues que d'autres. Ouais, je suis d'accord, petit poulpe dissident. Ok. Bon, bah, je vois que vous avez eu votre dose pour ce soir. On va s'arrêter là. Mais ouais, je suis assez d'accord avec vous. Je préfère séparer les parties de manière la plus claire possible. Parce que c'est quand même la structure de ce roman assez complexe. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ça nous fait un bon préambule, une bonne mise en bouche. Pour le moment, on n'a pas découvert grand-chose. Mais je vais essayer de pas vous spoiler. Je vais juste dire que Victor Hugo a commencé à mettre des éléments qui vont nous permettre de mieux apprécier et mieux comprendre l'histoire à venir. Je trouve que voilà, il a appelé ça les 2 chapitres préliminaires, et je trouve qu'en effet, il remplit cette fonction de nous informer sur tout un tas de points, même qui puissent nous paraître vraiment être du détail pour le moment, mais qui trouveront leur écho plus tard dans l'histoire et où on se dira ah ok, c'est pour ça qu'il nous a expliqué tout ça. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais vous avez compris hein, déjà que on vient de parler des comprachicos, qui mutilaient les enfants et ainsi de suite. Voilà, sur la couverture, il y a un mec mutilé. Je pense que vous avez compris. Mais voilà, ça me permet de reparler encore une fois du style de Victor Hugo. J'ai l'impression que Victor Hugo, comme beaucoup d'auteurs classiques, j'ai envie de dire, euh, j'aurais tendance que à dire que c'est un peu le pendant de Balzac sur certaines choses, dans le sens où ce sont des auteurs qui, j'ai l'impression, ont beaucoup à cœur d'ajouter de l'histoire dans leur écrit, d'être très précis, de vouloir vraiment redonner une sensation du réel et décrire le réel très très en détail. À l'exception près que je trouve personnellement que chez Balzac c'est peut-être un petit peu plus justement un petit peu plus descriptif, alors que chez Hugo c'est peut-être un petit peu plus romanisé, je sais pas si ça se dit vraiment. Enfin voilà, c'est un peu plus mis en fiction, enfin voilà. Malgré tout, je trouve que c'est hyper intéressant comment tout se mêle chez Hugo pour le moment dans ce qu'on a lu. Euh, le... Les chapitres sous le nom Ursus nous présentaient des personnages vraiment comme dans une fiction classique, alors que le chapitre Les Comprachicos, t'as l'impression que c'est un prof ou, enfin, je sais pas, t'as l'impression que c'est voilà quelqu'un qui te déroule tout un flot d'informations. Bon, c'est moins pénible que quand il fait des énumérations à l'infini, mais c'est vrai que ça envoie beaucoup d'informations et il faut réussir à s'accrocher et à tout emmagasiner, pardon, parce que ça aura par la suite son importance. Euh, et malgré tout ça, je trouve ça personnellement, alors après peut-être que justement ce sera pas votre avis, hein, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur le chat Twitch ou que ce soit en rediffusion dans les commentaires, mais malgré tout, je trouve que c'est pas chiant, je trouve que c'est même plutôt agréable, je trouve vraiment que le style d'Hugo se lit très très bien, et encore une fois, je trouve qu'il est vraiment élégant et smooth, et que les idées s'enchaînent bien les unes après les autres, qu'on comprend où il veut en venir. Euh, En fait, je dirais pas qu'on comprend où il veut en venir, parce que pour le moment, il nous donne plein d'infos, et on sait pas quelle est la finalité de ces infos, mais que du moins son cheminement est très compréhensible. Je trouve qu'on passe vraiment d'une idée à l'autre en toute logique et, ouais, et en toute douceur, qui nous amène bien d'un sujet à l'autre, qui nous explique bien les choses. On sent aussi qu'il a un petit ton parfois un petit peu sarcastique peut-être, où on sent qu'il se permet des petits pics à certaines grandes puissances, que ce soit des rois, que ce soit des gouvernements, que ce soit peut-être les lords et ainsi de suite. On se sent que, voilà, on sent qu'il se permet quelques petites piques de ci de là. On sent aussi que voilà, il a Victor Hugo, de toute manière, il est connu aussi pour ça. Il a vachement, je trouve, dans ses œuvres, euh, un message qui se veut être un message de justice et ainsi de suite. Et là, je trouve, on le sent bien qu'il est un petit peu en. Il s'implique pas trop, je trouve. Euh, il s'implique pas trop, il se met pas trop en tant que Dieu, je trouve. Enfin, voilà.
pas trop en tant que juge, mais quand même, il donne son opinion, quoi. Il laisse entendre son opinion, il l'explicite, il l'explique. Parfois, il en rit un petit peu. Il en tire une petite moquerie ou quoi que ce soit, mais voilà. On comprend quand même que toutes les horreurs d'Hugo, bah voilà, il s'engage entre guillemets à les condamner et il les condamne d'une manière un petit peu subversive comme ça. Enfin, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup personnellement. Il est cool comme livre. Ah bah je suis content que ça vous plaise. Merci Nathan de ce retour. Les couteaux portes. Finalement, la grosse liste était plus légère que les horreurs que Hugo annonce maintenant. Oui, en termes de sujet, ouais, on peut voir les choses comme ça, c'est sûr. Mais je trouve ça hyper intéressant et je me demande justement à quel point c'est précis. Ça, pour le coup, je serais très curieux. Justement, dans cette gamme d'auteurs, entre guillemets, qui nous donne beaucoup d'informations et beaucoup d'informations historiques. Je serais curieux de presque d'avoir un making-of comme pour les films, quoi. De savoir quelles ont été leurs études, quelles ont été leurs sources. Est-ce que justement c'est très précis? Est-ce que c'est très abstrait et ils l'ont pris et ils en ont fait leur fiction à partir de ça? Justement, à quel point c'est romancé? J'ai dit romanisé tout à l'heure, je suis vraiment un con. À quel point c'est romancé, et ainsi de suite. Enfin bref, je serais très curieux de tout ça. Mais en tout cas, ça nous apprend tout un tas de choses. Après, encore une fois, attention au gavage, parce que même si je trouve ça très cool, je dois avouer que Victor Hugo, t'as l'impression vraiment que... J'ai pas l'impression qu'il... Enfin, bizarrement, j'ai l'impression qu'il est humble. Je sais pas si je me trompe, encore une fois, et encore une fois, ce n'est que mon avis. Bizarrement, j'ai l'impression qu'il est humble, j'ai pas l'impression qu'il se la pète ou quoi que ce soit. Mais t'as l'impression quand même qu'il veut donner beaucoup d'infos et que limite, parfois, ça fait un petit peu exposition de mon savoir, quoi. Même son vocabulaire est très châtié, très pointu, et il connaît des mots hyper pointus, etc. Ce qui est très cool. Et souvent, il s'arrête pour les expliquer, ce qui est d'autant plus cool. Et justement, ce qui me laisse penser qu'il est humble dans sa démarche, parce que voilà, il balance pas des mots que aucun lecteur va comprendre, et puis il te laisse sur le bord de la route. Non, il te prend par la main et il t'explique. Mais c'est vrai que ce débordement d'informations, ce débordement de connaissances, et peut-être cet épandage entre guillemets de connaissances, ça peut peut-être un chouïa parfois faire un petit peu le professeur qui veut se faire mousser et qui est en mode oui, parce que... Oui, bah tiens, d'ailleurs, en parlant de la Chine, je vous rappelle que ceci, cela, cela... Oui, je vous rappelle aussi, bien sûr, que les Espagnols, bien sûr, catholiques, oui, bien sûr... Enfin bon, bref. Il peut y avoir peut-être ce petit agacement-là. Mais, malgré tout, je pense pas qu'Hugo... Enfin, je sais pas, je sais pas pourquoi. On va dire ma sensibilité propre me fait dire que je vois plutôt de l'humilité chez Hugo et j'ai pas l'impression qu'il prenne de haut ou quoi que ce soit. Au contraire. En tout cas, c'est hyper intéressant. On apprend plein de choses. Ça nous met petit à petit dans l'histoire, même si pour le moment on n'en sait pas beaucoup. J'espère que vous aurez apprécié le live de ce soir, la lecture de ce soir. Moi j'adore, et j'adore Ursus et Homo. C'est vraiment des personnages que je kiffe et j'ai vraiment hâte qu'on les retrouve. Et j'ai hâte aussi qu'on découvre d'autres personnages. Je vous en dis pas plus. La suite, ça sera mardi à 21h. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'épisodes sur cette œuvre. Ouais, même énormément, je crois. Donc, écoutez, bah, on en a pour facilement un mois, je pense. Peut-être même deux. À raison de 2 lives par semaine. Ça sera donc le mardi et le vendredi à 21h, comme d'habitude en live. Puis en rediffusion, à chaque fois 2 jours après. Donc le dimanche et le jeudi. Voilà. Sur ce, chers amis, je vais vous dire bonne soirée. Merci à tous d'être passés. Merci Nathan, les couteaux portes, petit poulpe dissident Jumpy d'être resté tout du long. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est vraiment... Ça me touche. Merci également à tous les nouveaux qui sont passés en coup de vent. Ça me fait plaisir. Et je vous rappelle qu'on a encore 2 rendez-vous pour cette fin de semaine. Dimanche 15h, découverte de l'univers de League of Legends, un petit live chill qui durera moins d'1 heure comme d'habitude. Et demain, après 2 semaines sans émission, le retour de Ça me rappelle une histoire, avec le thème duo,
qui aura lieu avec donc l'ami Mirani, et dont je suis super impatient qu'on le réalise. Donc ça sera demain en live à 21h. J'ai besoin que vous soyez là les amis, j'ai besoin de vous pour votre participation, donc vraiment ceux qui peuvent se libérer, qui sont chauds et bouillants pour le concept, n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera très cool. Merci pour ta prestation sans être à bout de souffle. Je t'avoue que je commence à l'être un petit peu, mais merci en tout cas à vous, parce que ça m'a fait vraiment plaisir. Du coup je vois qu'apparemment on va être pas mal à se croiser demain, donc à demain pour la plupart d'entre vous. Et sinon je vous dis à la prochaine, pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming, une prochaine découverte, ou pour se créer de nouveaux souvenirs dès demain. Bye bye.